Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet après-midi dédié à la thématique les défis de la mobilité électrique dans le cadre de ces conférences Energissima édition 2023. Je me présente, mon nom est Marc-Antoine Fénard et je suis professeur et responsable du domaine transport et mobilité au sein de la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg et président également de l'association SwissMove qui œuvre pour l'innovation durable dans le domaine des transports et de la mobilité. Je remercie l'équipe d'organisation d'Energissima de m'avoir choisi pour animer cette thématique. Le programme de l'après-midi est le suivant. Tout d'abord, une petite introduction de ma part. Ensuite, professeur Bourquin nous présentera les impacts environnementaux des mobilités à motorisation électrique et thermique. Monsieur Orlando discutera ensuite des défis de déploiement de la mobilité électrique au sein des communes, suite de quoi nous ferons une petite pause qui vous permettra de visiter les différents stands. Nous reprendrons avec professeur Kaufmann pour les défis actuels et futurs de la mobilité ou comment atteindre les objectifs environnementaux fixés. Puis, nous discuterons autour d'une table ronde durant laquelle vous aurez tout loisir de poser vos questions aux différents intervenants. Et place maintenant au défi de la mobilité électrique. Le journal Le Temps titrait le 14 février dernier « L'Europe fonce vers la fin des moteurs thermiques pour 2035 ». En effet, ce jour-là, le Parlement européen a approuvé la fin des ventes de voitures neuves à moteur thermique pour 2035. Les députés ont adopté à 340 voix pour, 279 contre et 21 abstentions, une nouvelle réglementation qui implique l'arrêt des ventes de voitures et de véhicules utilitaires légers neufs à moteur thermique ou hybride essence électrique. Si cette réglementation a également fait débat en Europe, en Suisse, le national a refusé une initiative parlementaire allant dans cette direction. Toutefois, il est fort à parier que les constructeurs européens vont accélérer les processus des concepts de voitures électriques, ce qui vraisemblablement aura également un impact en Suisse. Si la mobilité électrique est en train de devenir de plus en plus populaire, elle reste néanmoins confrontée à certains défis qui doivent être résolus pour qu'elle puisse être plus largement adoptée. Quels sont les défis qui nous attendent? En voici quelques-uns. L'autonomie. Les véhicules électriques ont une autonomie limitée par rapport aux véhicules à essence. Combiné à la disponibilité d'infrastructures de recharge, les conducteurs doivent planifier leur trajet en conséquence et être conscients de la distance qu'ils peuvent parcourir avant de devoir recharger leur véhicule. Cela peut, pour certaines personnes, engendrer une certaine source d'anxiété. L'infrastructure de recharge et la robustesse des réseaux électriques. L'installation de bornes de recharge nécessite des investissements du point de vue financier en termes d'utilisation d'espaces publics et privés et de ressources pour l'entretien et la gestion du système. Il est donc important de disposer d'une infrastructure de recharge suffisante pour permettre aux conducteurs de recharger facilement et rapidement. D'autre part, les pénuries annoncées d'électricité nous ont menés à réfléchir à nos modes de vie, mais également à l'impact qu'elles pourraient avoir sur notre mobilité, notamment électrique. Ainsi, on le voit, il reste encore du travail à faire pour créer un réseau de charge fiable et pratique. Le temps de recharge. Le temps nécessaire pour recharger un véhicule électrique est plus long, c'est évident, que le temps nécessaire pour faire le plein d'un réservoir d'essence. Il est donc important aussi de disposer d'une infrastructure de recharge rapide pour limiter le temps passé en station de recharge. Le coût. Les véhicules électriques sont souvent plus chers que les véhicules à essence, notamment en raison du prix des batteries. Bien que les coûts baissent rapidement, il reste encore souvent une barrière pour de nombreux consommateurs qui hésiteraient entre divers types de véhicules. Les matériaux et la production. La production de batteries pour les véhicules électriques nécessite des matériaux rares et coûteux, ce qui peut poser des problèmes d'approvisionnement et de durabilité à long terme. Des solutions alternatives ou des filières de recyclage doivent être envisagées et développées. La durée de vie de la batterie. Les batteries des voitures électriques ont une durée de vie limitée et leur remplacement peut être coûteux. Les propriétaires de voitures électriques doivent donc être conscients de la durée de vie de la batterie qu'ils achètent et donc des coûts associés à son remplacement éventuel. La disponibilité des modèles. Le choix des modèles de voitures électriques est encore limité et ne répond pas encore à la demande croissante des consommateurs. On le voit,
ici avec quelques-uns des défis de la mobilité électrique que j'ai énoncés. Ces différents défis doivent finalement être relevés par l'industrie aujourd'hui, par les milieux scientifiques, par les gouvernements et d'autres parties prenantes. Mais on le voit, il reste encore du travail à faire pour que la mobilité électrique progresse. Toutefois, il faut aussi rester conscient que la mobilité électrique ne permettra pas à elle seule de relever tous les défis présents dans les systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. En effet, si elle permet d'envisager un avenir plus durable, elle ne produira par exemple aucun effet sur des problématiques telles que la congestion des réseaux routiers, un véhicule électrique étant, de ce point de vue-là, aussi impactant qu'un véhicule thermique. Comme moi, je pense que vous êtes dans l'attente des réponses à différentes questions touchant les défis de la mobilité électrique. Place donc aux différents intervenants. Prendre ma voiture électrique ou thermique pour faire des déplacements, cela me coûte moins cher. Une phrase que l'on entend souvent. Et pourtant, lorsque l'on considère l'impact global, d'autres modes de transport peuvent être, par la situation considérée, plus économiques. De la même manière, lorsque l'on compare d'un point de vue global et notamment environnemental des véhicules de motorisation différentes, il est nécessaire de tenir compte de tous les éléments inclus dans leur cycle de vie. Professeur Vincent Bourquin va nous présenter justement les impacts environnementaux de ces motorisations. Titulaire d'un diplôme en génie mécanique de l'EPFL, il a effectué une thèse sur l'aérodynamisme des systèmes de transport terrestre à grande vitesse. Il a travaillé sur des sujets tels que Suisse Métro, les premiers camions électriques, l'efficience énergétique des navires et des engins porte-conteneurs électriques et hybrides. Spécialiste dans le développement, la modélisation et l'analyse des systèmes de transport, il est depuis 2012 professeur à la Haute École d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg. Vincent, à toi la parole. Antoine, pour toutes ces éloges. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Energissima et merci beaucoup de m'avoir permis de vous faire cette présentation où je vais partager avec vous un peu d'expériences que j'ai faites ainsi que des analyses que j'ai réalisées ces dernières années. Donc, je travaille au génie mécanique et notre objectif, c'est justement de développer des systèmes mécaniques. Mais mécanique, ça n'existe plus en tant que tel. C'est qu'en fait, il n'y avait jamais de mécanique sans électricité, sans électronique, sans informatique. Donc, en fait, ça devient des systèmes qui sont toujours plus complexes et qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc, en fait, il faut toujours prendre du recul et voir qu'est-ce qu'il y a autour. Et cette prise de recul, elle peut aller très, très loin. Je suis très heureux d'être dans cette région de Gruyère, ces paysages absolument magnifiques qui nous permettent de nous changer un peu les idées et d'oublier une réalité du monde qui est celle du transport. Ici, en haut, à droite, vous avez les routes aériennes. Donc ça, c'est une trace de tous les avions qui circulent chaque jour. Vous voyez que vous ne voyez plus la Terre. Et puis, ici en bas, vous avez le transport maritime. Et vous voyez qu'il y a une intensité qui est à peu près aussi grande. En fait, il y a un phénomène qui a commencé il y a 30-40 ans, qui s'appelle la mondialisation. Ça s'est fait par la libéralisation Vous pouviez transférer de l'argent à peu près où vous voulez sur la planète, ce qui permettait à des investisseurs d'investir pour aller construire des usines là où ça coûtait pas cher, là où les conditions étaient intéressantes. Et puis, ça a donné naissance à des routes aériennes et des routes maritimes. On ne transporte pas que des passagers dans des avions. Et puis, ces routes, enfin, on n'a jamais vendu autant de bateaux que ces 40 dernières années. Et puis ces bateaux sillonnent les différentes routes maritimes. Vous voyez ici le trafic entre l'Europe et les États-Unis, sur le Pacifique, et puis depuis la Chine, par Suez, par Gibraltar, et puis par la Manche, qui sont deux goulets d'étranglement. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, il y a eu un fantasme de l'optimisation purement financière à travers la création de ce qu'on appelle des gigafactories, c'est-à-dire en fait des énormes usines, avec l'idée qu'il vaut mieux avoir, enfin la rationalisation ultime, c'est d'avoir une grosse usine qui produit un truc quelque part dans le monde
et qui pour toute la planète. Et puis malheureusement, ce quelque chose, c'est pas un produit fini, c'est un composant. Donc en fait, vous avez des méga factories en Chine, aux États-Unis, au Japon, enfin dans à peu près tous les pays. Et puis après, il faut balader tous ces composants ensemble vers un lieu où ils vont être assemblés pour pouvoir après être rechargés sur un bateau pour l'amener à l'endroit où vous allez l'acheter. Et donc, par exemple, votre ordinateur, enfin n'importe quel équipement, a fait plusieurs fois le tour de la planète, alors que probablement plus voyagé que vous. Donc, ça nous a amené à dépenser énormément de CO2. Énormément de CO2. Ici, vous voyez par exemple à Rotterdam, ça s'appelle Maasvlakte 2, c'est le deuxième terminal de conteneurs qui a été créé parce que le premier ne suffisait pas et celui-ci, il a été gagné dans la mer. Donc en fait, ils ont commencé par balancer des cailloux pendant 2 ans pour construire une île sur laquelle ils pouvaient mettre ces conteneurs. Vous voyez les petits trucs, là, c'est des bateaux. Pardon, c'est comme ça, voilà. Et puis, vous avez des surfaces énormes de conteneurs qui vont être pris par des camions, par des bateaux et par du chemin de fer. Voilà, c'est un de ces porte-conteneurs, à peu près 10 000 conteneurs qui sont déchargés en 48 heures. Ça ne fonctionne pas à l'électricité, il n'y a pas de batterie là-dedans. C'est du pétrole. La consommation, ça se chiffre en tonnes par heure. Et puis, c'est du lourd, c'est-à-dire, en fait, en sortie de cheminée, s'il n'y a pas des systèmes de lavage, c'est tout noir. Ici, vous avez ce qui se passe de l'autre côté du bateau, et vous voyez ici des véhicules qui reçoivent un conteneur, puis qui vont l'amener, qui vont se balader sur le port pour aller le mettre à l'endroit où le conteneur doit aller pour attendre son chargement le long de la suite de la ligne logistique. Typiquement, la charge utile, c'est 40 à 70 tonnes, en fonction de si le véhicule peut prendre 1 ou 2 conteneurs. Et puis, sa masse à vide, c'est 30 tonnes. En général, il y a un gros diesel de 500 kW qui équipe ces machines. Alors, j'ai eu la chance, en 2006, 2007, en partant d'une feuille blanche, une année plus tard, on avait sorti ce véhicule qui était un prototype. C'était le premier véhicule porte-conteneur électrique. Là, il venait de sortir du garage et puis on n'avait pas encore le système automatique. Donc, en fait, il était piloté par un ingénieur. Et vous voyez ici l'ordinateur qu'il utilisait. Et ça se pilotait à la souris. D'ailleurs, quand on faisait une démonstration avec le journaliste, tout d'un coup, on l'a vu dévier un petit peu sa trajectoire, puis se diriger vers des camionnettes qui étaient entreposées. Et on a eu un petit peu peur, mais il a parfaitement géré la situation. Puis après, il nous a dit qu'en fait, le soleil éblouissait son écran, il n'arrivait plus à voir où était la souris, mais heureusement, il l'avait trouvé. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, donc c'est 100% électrique, 40 tonnes de charge utile, c'était pour un conteneur, 5 tonnes à vide. Donc, en fait, par rapport aux 30 tonnes que vous aviez tout à l'heure, donc en fait, on avait quelque chose qui était extrêmement performant, avec une motorisation de seulement 100 kW. Pas 500 kW, 100 kW. Pourquoi 100 kW? Parce que quand vous avez quelque chose de très léger à déplacer, et ben à ce moment-là, vous gagnez. Évidemment, vous avez besoin de moins de puissance à installer, moins de consommation, moins de matériaux à utiliser, etc. Donc en fait, c'est ce que nous a appris cette expérience, c'est qu'en fait, il faut travailler sur les structures très légères pour que le système soit le plus léger possible. Quand vous voulez faire rouler un véhicule sur la route, quand vous n'allez pas très vite, puis ça c'est le cas de ces éléments-là, de ces véhicules-là, eh bien, c'est la masse qui va vous faire la consommation énergétique, c'est la masse qui va vous faire les émissions. Et puis, avec la masse, vous avez aussi la masse du véhicule, la masse que vous devez supporter, vous avez aussi la masse du véhicule qui va prendre de l'ampleur. Il faut mettre le minimum de stockage électrique. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, ça ne dure pas longtemps. Donc le coût d'usage est relativement important. Et ce que nous avait appris cette expérience, c'est qu'il valait mieux avoir des systèmes qui peuvent être rechargés très rapidement et très régulièrement. Comme ça vous fait moins de masse à mort. Et puis, en fait, c'est comme si vous aviez une voiture avec un petit réservoir, il faut faire souvent le plein. Là, on avait des systèmes, ce n'était pas des technologies de batterie. À ce moment-là, c'était le début des batteries et ça ne nous donnait pas du tout confiance de mettre un véhicule électrique sur un terminal porte-conteneur. Dans ces conditions-là, on a pris une technologie beaucoup plus robuste, qui est d'ailleurs fabriquée dans
dans le comptant, qui s'appelaient Maxwell, c'est des supercondensateurs, et qui permettaient d'être utilisés 1 million de cycles sans problème, voire même beaucoup plus, et puis avec des puissances qui étaient extrêmement importantes. La recharge se faisait sans contact, ça c'était un spin-off de ce qu'on avait fait sur Swissmetro. Ce que ça nous a aussi appris, c'est qu'il fallait avoir des sources d'énergie qui étaient aussi diversifiées, puis adaptées à l'usage, et puis surtout qu'il fallait adapter la conception par rapport à l'usage spécifique. C'est quand vous passez à l'électrique, ça devient très pointu. Jusqu'à présent, n'importe quel véhicule, on mettait le moteur qu'il fallait et ça partait, et il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème jusqu'à ce qu'on s'aperçoive tout ce qui sort du pot d'échappement et tous les problèmes qu'on a maintenant. Donc, par conséquent, lorsque vous passez à l'électrique, ça devient très pointu. Vous devez bien analyser qu'est-ce que va devoir réaliser effectivement le véhicule pour pouvoir adapter la conception par rapport à ça. En 2010, donc 3 ans plus tard, le ténor des équipements portuaires sortait 100 véhicules 100% électriques, 40 tonnes de charge utile, 50 tonnes à vide. C'est-à-dire qu'en fait, avant, vous vous rappelez, ça était 30 tonnes. Là, on a dû mettre des batteries. Et puis, le premier, c'était avec des batteries au plomb. Et puis, pas question de déplacer 2 conteneurs, un seul suffit, avec toujours une motorisation de 500 kW. Il est un petit peu plus long d'ailleurs que les systèmes à batterie. Donc en fait, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce qui existait, ils ont enlevé le moteur, ils ont rajouté des batteries, ils ont mis des moteurs électriques, et on arrive à ça. Donc ici, vous voyez qu'il a de la peine à soulever son propre poids, alors qu'avant on avait 5 tonnes pour déplacer 40 tonnes. Quand on regarde un petit peu plus en détail, on analyse la puissance. Donc je vous ai dit 500 kW de puissance installée. Et en fait, quand on regarde, on prend chaque trajet, on regarde quelle est la puissance qui a été consommée pendant tout le trajet, donc chaque mouvement de conteneur, et puis ensuite on fait une moyenne. Et ensuite on regarde à quoi ressemble cette moyenne. Et puis ici, vous avez un graphe qui présente la puissance moyenne par mouvement, et puis ici, le nombre d'occurrences. Et vous voyez qu'en fait, il y a très peu de trajets qui nécessitent une puissance de l'ordre de 100 kW, alors qu'on a 500 kW installés. Vous avez ici un pic qui est à peu près aux alentours de 17 kW. La moyenne est à 16 kW. Et puis ici, ce qu'on voit pas très bien, parce que ça a été tronqué, mais on voit qu'il y a énormément de trajets qui se font à vide. Et puis, la conclusion, c'est que 95% des mouvements nécessitent moins de 42 kW. Donc, en fait, vous avez une puissance installée à bord qui est 10 fois supérieure à ce que vous allez utiliser en moyenne. Et c'est là où les systèmes d'hybridation deviennent intéressants, parce que sur un autre porte-conteneur qu'on a développé par la suite, on avait fait ces calculs, et puis on s'est dit 16 kW, 42 kW, on met un moteur thermique de 42 kW, donc en gros, quelque chose d'une voiture moyenne, et puis un pack de batteries supplémentaires d'à peu près 40-50 kW également, enfin, pour pouvoir fournir un appoint de puissance, et on complétait avec des supercapacités les 400 watts pour monter aux 500 kW. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 500 kW? C'est pour accélérer. C'est parce que quand vous déplacez 70 tonnes plus la masse du véhicule, en fait, vous ne pouvez pas vous permettre d'accélérer. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, vous devez très vite arriver à la vitesse de déplacement. C'est comme sur une autoroute. Quand vous rentrez sur une autoroute, vous devez vous mettre à la même vitesse que le flux de véhicules. Alors maintenant, oui, je dois vous parler de voitures. Alors ici, vous avez la Tesla Model X, 100% électrique, qui en général, il y a une personne à bord. C'est pour ça que j'ai mis 80 kilos. Et vous pouvez mettre plus, vous pouvez y aller. Et puis, elle a à peu près 2500 kilos de masse à vide, donc 2,5 tonnes. Et vous voyez qu'elle a à peu près la même puissance installée que les porte-conteneurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Tractez pas un porte-conteneur avec une Tesla, ça pourrait mal se passer. Par contre, alors, elle est très bien. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent, ils en sont très contents. C'est une voiture électrique qui a plein d'avantages. Mais maintenant, si on raisonne par rapport à ce que je vous avais dit, c'est lourd. C'est lourd, donc en fait, ça va consommer beaucoup d'énergie. Et puis, vous voyez, pour déplacer 80 kg, 2500 kg. Si vous prenez un vélo, par exemple, il fait moins de 10 kg. Donc, on est vraiment
dans des proportions qui sont extrêmement importantes. Donc ça, si vous voulez, ça répond à un besoin parce que les gens, ils ont l'habitude de la voiture. Les ingénieurs, ils ont l'habitude de la voiture. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le moteur, ils ont rajouté le moteur électrique, ils ont rajouté la batterie. Je caricature un peu. Tesla, ils ont quand même fait un travail assez conséquent pour faire les choses assez bien. Mais les autres constructeurs, BMW, Volkswagen, etc., c'était très bien aussi. Ici, vous avez une voiture suisse, la Microlino. Micro, vous savez, c'est ceux qui ont fait les trottinettes. Et puis, ils ont eu beaucoup de succès avec les trottinettes. Puis le type qui a lancé ça, il s'est dit, bah, tiens, je vais faire Micro Mobility Systems, et puis je vais faire autre chose que des trottinettes. En fait, il a fait une trottinette un peu plus grande, elle pèse 500 kilos. Elle déplace 2 personnes. J'ai juste mis une personne, parce qu'en général, il y a une personne dedans. Et puis, vous voyez que la puissance installée, elle descend à 12,5 kW. Il monte quand même à 90 km à l'heure. Et puis, il n'y a que 50 kg de batterie. Alors, 50 kg de batterie, ça coûte moins cher. Ça nécessite moins de masse qu'il faut extraire de la Terre, parce que pour 1 kg de lithium, c'est des tonnes et des tonnes de matière qu'il faut extraire de terre. Puis, c'est pas fini. Une fois que vous l'avez extrait, il faut beaucoup d'eau, il faut des produits chimiques pour extraire le lithium, etc. C'est toute une opération. Et puis, donc, moins vous avez besoin de batterie, moins vous créez un besoin pour aller chercher des mines un peu partout sur la planète. Donc ça, c'est une solution légère. 500 kilos, vous me direz. Donc, on est encore loin du vélo, mais 500 kilos, si vous allez à 90 km à l'heure, ça donne une impression de sécurité à laquelle vous êtes habitué. Quand vous êtes à 90 km à l'heure avec un vélo, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être un peu stressant. Ici, je vous montre un autre exemple. C'est aussi une voiture électrique qui est développée en France, qui s'appelle la Gazelle. Elle ne sautille pas, mais elle est très légère. Elle est faite entièrement en matériaux composites. Et en fait, ils ne commercialisent pas la voiture, ils commercialisent des unités d'assemblage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez une unité qui vous permet de construire la voiture. Donc, et leur idée, c'est tout simple, c'est de dire, plutôt qu'on crée une énorme usine quelque part dans le monde où ça coûte pas très cher, eh bien, en fait, on va vendre des unités d'assemblage, puis les gens vont s'installer où ils sont pour pouvoir pour pouvoir proposer quelque chose qui est construit localement, enfin, qui est assemblé localement, à des gens qui vivent dans une certaine région. Alors, l'énorme avantage, c'est que quand vous avez un problème, vous allez à l'usine. Puis là, ils savent comment ça fonctionne. C'est eux qui ont assemblé, etc. Et puis, si on fait ça bien, en fait, il peut y avoir une customisation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes dans une région de montagne, si vous êtes au bord de la mer, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes besoins, ni les mêmes caractéristiques qui seront nécessaires. Alors, ces deux choses que je vous ai montrées montrent en fait qu'il y a de l'ouverture sur de nouvelles formes à la fois de commercialisation de véhicules qui se rapprochent beaucoup de quelque chose de circularité de l'économie, et puis qui permettent petit à petit de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé, en fait, une voiture moyenne, d'abord elles étaient très lourdes, hein, dans les années 30, elles pesaient leur poids. Mais ensuite, dans les années 50, on a commencé à faire léger, puis vous voyez qu'on était sur une très très bonne pente. Après, on est monté un peu par saut, comme ça. Puis après, on n'a pas arrêté d'augmenter la masse, et on se retrouve à passer aux alentours de 800 kilos ici. On est monté à 1300 kilos, 1 tonne 3. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez un véhicule électrique, puis que vous enlevez le moteur, vous rajoutez les batteries, vous rajoutez 300 kg, vous vous retrouvez à 1600, vous avez le facteur 2. Et puis ce facteur 2, ça va vous doubler, pas tout à fait, mais ça va vous doubler votre consommation. Et puis évidemment, vous savez par exemple, les moteurs des bateaux qu'on voyait tout à l'heure, ils n'étaient pas vendus à la puissance, ils étaient vendus au kilo, enfin à la tonne. Et plus le moteur était lourd, mieux c'était. Ici, c'est à peu près la même chose. C'est qu'en fait, si vous vendez quelque chose de lourd, ça vous coûtera plus cher. Et puis, vous allez pouvoir faire plus de bénéfices, vous avez plus de marge. Alors, on a dit, c'est pour la sécurité.
Est-ce qu'on a vraiment besoin de doubler pour augmenter la sécurité? Ça n'a jamais été démontré. On a surtout défini des tests qu'il fallait passer. Il y a toujours des gens qui se tuent en voiture. Mais on a défini des tests qu'il fallait passer avec un certain nombre de critères. Et c'est quelque chose qui peut évoluer parce qu'il y a d'autres paramètres que la carrosserie pour absorber un choc. Et puis, il y a aussi, surtout, d'autres approches pour la sécurité. Et quand vous regardez tous les travaux qui se sont faits en matière de développement de véhicules autonomes, il y a des capteurs, il y a des systèmes qui ont été développés et qui permettraient en fait de prévenir les accidents, enfin d'assister le conducteur pour éviter des accidents. Il y en a déjà d'ailleurs quelques-uns qui sont mis en place. On cherchait les empreintes carbone et environnementales. Plutôt que de vous faire un cours là-dessus, je vous mets un lien qui vous permettra, c'est un lien du TCS, que vous trouvez ici, et puis qui utilise un logiciel qui s'appelle Calculator, qui a été développé par le Paul Scherrer Institute, qui s'occupe en général d'affaires nucléaires, mais qui cette fois-ci se sont pris dans un élan de durabilité à créer du code de telle façon à pouvoir aider les gens à choisir des voitures. Donc là, vous allez pouvoir choisir des modèles qui vous intéressent, et puis de regarder un petit peu quelle est l'empreinte carbone qu'elles ont. Alors je vous donne juste un exemple que mon collègue Emmanuel Viennet avait calculé pour son cours. Ici, vous avez une Dacia Duster, vous avez le prix. Ici, vous avez un véhicule électrique, la Hyundai Kona, avec un autre prix. Donc, vous voyez que le véhicule électrique coûte plus cher que le véhicule à essence. Et puis, ici, vous avez l'empreinte carbone. Vous avez l'empreinte carbone en tonnes équivalent CO2, en fonction du nombre de kilomètres que vous allez réaliser. Alors, vous voyez que le véhicule à essence, en fait, il y a moins de tonnes que le véhicule électrique. On commence à 10 tonnes d'équivalent CO2. 10 tonnes. Elle n'a pas roulé 1 kilomètre, il a déjà fallu 10 tonnes, il y a déjà eu 10 tonnes d'émissions pour qu'elle puisse être là. Donc, on commence ici. Et puis, il y a des voitures qui tournent 1 million de kilomètres, 2 millions de kilomètres. Par exemple, la Ford Model T, 1920, 1930. Vous savez combien il y en a qui roulent aujourd'hui? 1 million. Il y a 1 million de Ford Model T. C'est un des modèles où vous n'avez pas de problème de pièces de rechange. Vous allez en trouver partout. Ils sont sur toute la planète. Et ça roule encore. Il suffit d'entretenir les pièces qui s'usent. Donc, en fait, comme là, vous avez un investissement en CO2, il ne faut surtout pas les mettre à la poubelle. Il faut pouvoir recycler. Donc ça, c'est aussi un des éléments qu'il faut qu'on apprenne, c'est qu'en fait, tout ce qu'on peut garder sur un véhicule, on essaye de le garder. À moins que ça ait été fait vraiment... Il y a des choses, ça ne vaut pas la peine de garder. Mais il y a des choses, ça vaut la peine de garder. Donc après, évidemment, ça brûle du pétrole, donc par conséquent, ça émet du CO2. Donc plus vous l'utilisez, plus ça va monter. Puis à la fin, au bout de 200 000 km, si vous décidez de changer à ce moment-là, eh bien à ce moment-là, vous aurez une certaine quantité de CO2 qui aura été émise sur toute la durée de vie de son cycle. Alors ça s'arrête là, mais ensuite, après, vous allez encore émettre du CO2 parce qu'il faut retraiter, recycler, fondre, etc. Ici, vous commencez un peu plus tôt avec le véhicule électrique, puis là, vous voyez une belle pente qui est assez plate. L'électricité, ça émet peu de CO2. Si vous mettez le nez sur la prise, vous ne risquez pas de vous asphyxier, vous risquez d'avoir autre chose, mais vous n'allez pas vous asphyxier. Mais par contre, la façon dont l'électricité a été produite a un impact sur cette pente. Si vous êtes juste à côté d'une centrale à charbon, vous allez suivre à peu près la même courbe. Si la centrale à charbon est bien conçue, ce sera un petit peu moins quand même. Donc en fait, l'incertitude sur quelque chose qui peut varier de pente est relativement importante ici. Donc voilà à quoi ça représente. Maintenant, il y a un souci, c'est qu'une grosse partie de la différence que vous avez ici, c'est la batterie. Évidemment. Et puis, si elle vous lâche au bout de 100 000 km, là, vous refaites un... Et puis, recycler une batterie, j'ai pas encore de données là-dessus parce que j'ai de la peine à les obtenir. Mais
ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose, et puis ça consomme aussi du CO2. Donc, avec ce logiciel, vous allez pouvoir voir quel est l'impact CO2. Vous allez aussi pouvoir voir combien ça vous coûte sur toute la durée de vie de votre véhicule. Alors, comme je vous disais, ici, ça coûte pas tout à fait 2 fois plus cher. Et puis, après, tout le monde vous dira, comme disait Marc-Antoine, ça coûte rien, l'exploitation. Mais rassurez-vous, quand vous regardez les 2 courbes, à la fin, c'était bien optimisé pour que ça vous aspire de votre porte-monnaie une quantité sensiblement égale de liquidité. Alors, les batteries. Les batteries, le premier problème, c'est évidemment la densité énergétique, qui est beaucoup moins, il y a pratiquement un facteur 100 avec le pétrole. Donc, cette densité énergétique, elle joue en défaveur de la batterie. C'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose de fragile. Si vous la piétinez, si vous la tordez, elle s'abîme. Elle n'aime pas. Si vous la secouez un peu trop, il y a plein de câbles qui sont des petites soudures qui sont connectées, etc. Alors, on fait beaucoup de progrès, mais ça reste quelque chose de fragile. Il y a une grosse énergie grise. C'est-à-dire, en fait, il faut beaucoup d'énergie pour, imaginez, manier 100 kilos de cailloux pour extraire quelques grammes de lithium. Il y a quelque chose d'important, une intensivité minière. Ce que j'entends par là, c'est que ça met beaucoup de pression sur les mines. Parce qu'en fait, on trouve des mines et on les exploite en fonction de ce qu'on a besoin d'en sortir. Si tout d'un coup, vous avez les carnets de commandes et pour des véhicules électriques, en fait, vous allez avoir vous avez besoin de beaucoup plus de lithium que tout ce qui était nécessaire pour équiper les smartphones, téléphones et tout genre de trucs, y compris les trottinettes. Donc, l'intensivité minière est assez grande. Puis pour vous rendre compte ce que c'est qu'une mine de lithium, là, vous en avez une. Alors, elles ne sont pas toutes comme ça. Mais vous voyez, c'est un trou assez profond. Puis ça, c'est un village. Hein. Alors, si vous n'avez pas de visibilité, promenez-vous pas dehors. Donc, ensuite, les circuits de recyclage. Alors, ils existent. En Suisse, on a une surface, je crois, de 4000 m² qui sera dévolue au recyclage. Par contre, à l'époque où j'avais été confronté à ça, le premier camion électrique que j'avais fait, un jour, les batteries étaient finies. Je reçois un coup de téléphone, j'étais déjà à l'école d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on fait avec les batteries ? J'ai trouvé une société qui vient de développer un système de recyclage de batteries. Je les appelle, je leur dis, je peux vous amener des piles lithium usagées, mais volontiers, faites seulement. Puis naïvement, je leur dis, puis combien vous les achetez ? Ah non, vous n'avez pas compris, c'est vous qui payez. OK. Vous payez combien ? Alors, je ne sais plus combien c'était, mais c'était quelques centaines de francs hein, pour quelques batteries. Puis après, je leur fais, mais vous faites quoi avec ça ? Vous revendez, là ? Ah non, on stocke. On sépare les différents composants, puis on les stocke. Puis je fais, mais pourquoi ? Vous comprenez, le lithium extrait des mines, ça coûte moins cher. On n'est pas compétitif. Puis là, j'ai compris un truc. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, parce que je n'ai non plus pas trop d'informations là-dessus, mais le recyclage, ce n'est pas compétitif. Donc, si ce n'est pas compétitif, les gens ne vont pas acheter du lithium recyclé ils vont continuer d'en acheter au niveau des mines. Après, il y a la peur du dégât d'image. Ça commence, et ça a commencé en fanfare. On a fait beaucoup de pubs, on a produit beaucoup de voitures, on a mis des stations partout pour que les gens achètent et les utilisent. Et ça, c'est très bien, il faut faire des expériences. Mais les gens qui assurent, les constructeurs, etc., ils ont très peur d'un truc, c'est que tout d'un coup, il y a 2-3 problèmes. Et puis, dans la technique, il ne faut pas se leurrer, il y a toujours des problèmes. Quand ça marche au laboratoire, c'est déjà bien. Quand vous arrivez à faire tourner un prototype pendant une année, c'est déjà bien. Après, quand vous en produisez 1000, ça c'est déjà autre chose, parce que vous revoyez complètement la conception, vous changez plein de trucs. Et puis, vous changez plein de trucs sur un truc qui est produit en assez grand... Alors, il y a des gens remarquables qui font ça, mais l'erreur est humaine. Et puis, on fait beaucoup d'erreurs quand on ne connaît pas encore très bien. Donc, il y aura des problèmes, et il va continuer d'en avoir, de moins en moins, mais il y en aura.
Et puis ensuite, il y a une inertie financière qui entraîne un manque d'agilité. Alors, c'est quoi l'inertie financière? C'est les usines, il faut les financer. Donc, en fait, il y a des gens qui mettent de l'argent pour construire une méga usine. Si au bout de 2 ans, vous venez avec une nouvelle idée, on a trouvé une batterie fantastique, etc., qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh, attendez, là, l'usine, c'est un cycle de 20 ans. Hein. Donc, tes idées, tu les mets dans le tiroir, on produit ces trucs pendant 20 ans, une fois que l'usine est rentabilisée, on rediscutera. Et puis, ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que la recherche, le développement, les idées, elles sont lancées maintenant. Toute cette histoire, ça a lancé sur toute la planète plein de gens qui essayent de développer des nouvelles solutions dans tous les laboratoires, à chaque niveau, même des gens dans leur garage, ils font des expériences. Donc, ça, c'est un point qui est important. Et puis, l'empreinte écologique, évidemment, et les limites planétaires, c'est-à-dire, en fait, il y a les gens des mines qui disent, mais attendez, où est-ce que vous voulez qu'on trouve le lithium pour changer tout le parc automobile mondial en véhicules électriques? C'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ces batteries. Alors, je vous parlais du dégât d'image tout à l'heure. En fait, vous voyez, après un crash, il peut se passer beaucoup de choses. Ici, vous voyez une voiture qui flambe. Et si vous voyez une voiture électrique qui flambe, partez. Parce que, 1, ça va vite. Puis 2, ça se propage vite. Les températures sont énormes. Je crois que les instructions maintenant des pompiers, c'est de prendre la voiture et puis de la mettre dans un garage. Le problème, c'est que le feu, il va durer quelques minutes. Donc, aller chercher quelque chose pour la prendre puis la mettre dans une piscine, il faut déjà avoir la piscine à disposition, il faut déjà avoir l'engin de levage. C'est pas évident. Puis, vous voyez, à Delhi, ils en avaient mis plusieurs, puis il y en a une qui a pris feu. À Paris, c'était des bus. Il y en a un au dépôt qui a commencé à prendre feu. La moitié du dépôt est partie en fumée avec les bus, avec la moitié des bus qu'il y avait dedans. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Maintenant, ici à Fribourg, notre collègue Katharina Fromm, qui est professeure et aussi vice-rectrice de l'Université de Fribourg, a développé avec son équipe et puis l'Institut Adolphe Merkley des nouvelles technologies liées aux batteries. Ils sont actifs à la fois sur la cathode, le côté plus, l'anode, le côté moins, et puis sur ce qu'il faut mettre entre les deux, de façon à ce que les ions puissent circuler, il faut qu'il y ait des ions qui circulent dans la batterie pour qu'il y ait des électrons qui circulent dans le circuit. C'est tout bête, hein. On prend des électrons, ils font le tour, et puis on balance les ions qui vont de l'autre côté, et ils se retrouvent, ils sont contents de se retrouver, et puis c'est comme ça que les batteries fonctionnent. Donc, ils ont travaillé sur chacun de ces 3 composants fondamentaux des batteries, et ils ont trouvé des pistes pour améliorer les performances, pour améliorer la sécurité, pour améliorer la fabrication, etc., etc. Maintenant qu'ils ont fait ce travail extraordinaire, si on leur dit, écoutez, on en rediscutera dans 20 ans, parce que vous comprenez, il faut qu'on les usines, il faut qu'on les amortisse, c'est dommage, parce que quand vous voyez les dégâts que ça peut faire, s'il y a des solutions, ce serait quand même pas mal de les mettre en œuvre. Donc, si on regarde maintenant les pistes d'exploration sur les chaînes énergétiques à court terme, parce qu'on sait il faut limiter le CO2, mais pas seulement. Je veux dire, c'est l'impact environnemental global. Il faut qu'on fasse attention à l'eau, il faut qu'on fasse attention à plein de choses, quoi. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut développer la mobilité? En fait, il faut tenir compte justement de ces nouvelles technologies de batterie. Il y a beaucoup de choses qui sont des carburants synthétiques, c'est-à-dire en fait, c'est des choses qui sont soit issues de la biomasse, soit qui sont reconstituées et qui permettent d'être brûlées dans des moteurs, dans votre voiture. Avec l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas d'origine fossile. Donc c'est quelque chose qui peut être recyclé. Quelque part, on extrait du CO2 de l'air et puis on en fait quelque chose pour qu'on peut brûler. Une autre piste qui est très intéressant, c'est l'hydrogène, sur lequel, en fait, il y a 2 utilisations. Il y a celle dans les piles à combustible. La pile à combustible, c'est l'électrolyse à l'envers. Donc, c'est un bloc qui vous permet, vous faites rentrer de l'hydrogène d'un côté, puis vous avez un courant électrique de l'autre côté. Donc, vous équipez votre voiture avec un moteur électrique, et puis vous avez un bloc qui transforme l'hydrogène en courant électrique qui peut être utilisé par le moteur. Là, il faut de l'hydrogène pur pour que ça marche. Sinon, si vous avez de l'hydrogène qui n'est pas pur, donc avec beaucoup d'impuretés,
Même si l'hydrogène représente que 30% d'un gaz qui brûle, peu importe, dans un moteur à combustion, vous pouvez faire brûler n'importe quoi, comme l'avait démontré Rudolf Diesel à l'époque, qui faisait des huiles d'à peu près tout ce qu'il pouvait trouver dans son jardin, et puis qu'il le faisait brûler dans son moteur. Donc l'hydrogène peut servir à ces deux choses. À l'école d'ingénieurs, on était très intéressés par cette partie-là, parce que des moteurs à combustion, vous en trouvez beaucoup sous le capot des voitures aujourd'hui. Et puis, c'est une opération qui est simple à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire 2 trous dans la culasse, introduire des injecteurs, et puis, à ce moment-là, vous avez la possibilité donc de brûler de l'hydrogène. Évidemment, il y a l'hybridation dont on a parlé tout à l'heure, et il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a des gens... Si on disait que la physique quantique, c'est quelque chose... Enfin, si un physicien vous disait qu'il comprenait la physique quantique, c'était soit un menteur, soit un fou. Aujourd'hui, ça c'était dans les années 60, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à y voir clair et qui commencent à voir un certain nombre de phénomènes physiques qui ne sont pas encore dans les manuels et qui pourraient être utilisés et qui pourraient, à un moment donné, ouvrir des nouvelles opportunités. Ça, c'était juste un exemple. Donc ça, c'était ce qu'on essaye de faire maintenant avec les bus TPF. On essaye justement de développer un moteur à combustion qui marche à l'hydrogène, de telle façon à pouvoir faire un rétrofit d'un bus. Et on arrive à des chiffres économiques qui sont extrêmement intéressants. Et notre équipe a démontré qu'on arrivait à maintenir les oxydes d'azote extrêmement bas, ce que personne croyait jusqu'à ce qu'on fasse les essais. Combien de temps il me reste? 1 minute. OK. Alors, je dirais, l'élément important, il est à la fin. L'enjeu environnemental, en fait, on ne peut pas travailler tout seul dans son laboratoire. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est quelque chose sur lequel il faut des scientifiques, il faut des ingénieurs, il faut monsieur tout le monde, avec son bon sens, qui nous aide de telle façon à ce qu'on puisse créer des choses qui conviennent au futur. Voilà. Et c'est sur ça que j'aimerais terminer. Le premier paramètre, c'est la masse, et puis le dernier, c'est de travailler ensemble pour trouver, mettre au point des solutions, les tester, et puis c'est ça qui va nous permettre de progresser, et puis de trouver les bonnes. Et puis les bonnes qu'on va trouver pour la région de Gruyère, ce ne sera peut-être pas les mêmes que celles pour Paris, pour Barcelone, pour Calcutta ou pour n'importe quel endroit sur la planète. Je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. On garde les questions pour la table ronde. Voilà. Comment planifier des infrastructures de mobilité électrique? Quelles mesures les autorités peuvent-elles prendre? Quelles sont les lignes directrices des feuilles de route à mettre en place en matière de mobilité électrique? Diplômé de l'École des mines de Paris, responsable des activités mobilité électrique du bureau d'ingénieurs conseil Planer, Monsieur Orlando est mandaté par l'association faîtière Suisse E-Mobility pour sa participation aujourd'hui. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc Geoffrey Orlando, je représente ici donc l'association faîtière Suisse E-Mobility et je suis donc responsable des activités mobilité électrique chez Planer. On va parler aujourd'hui des défis, les enjeux que rencontrent aujourd'hui les communes quand on parle du développement de la mobilité électrique sur leur territoire. Donc Suisse E-Mobility, tout d'abord, c'est une association donc, faîtière au niveau national de la mobilité électrique. Elle donc, défend l'intérêt de ses membres. Elle crée et soutient également des conditions cadres politiques et également législatives pour encourager le développement de la mobilité électrique sur le territoire. Elle travaille également sur les aspects aussi bien techniques qu'environnementaux, sociétaux, également économiques du développement de la mobilité électrique. Donc, une petite vue sur le marché. Ça, c'est une photo de l'état du marché en février. Je n'ai pas encore celui de mars. Est-ce que si je pointe, on peut voir? Oui.
Donc ici, vous avez fin 2022, là où est-ce qu'on en est. Le pointillé, la ligne en pointillé, c'est le total des ventes de véhicules électriques, 100% électriques et hybrides rechargeables. On est pratiquement à 26%. Donc 26% des véhicules qui rentrent sur le marché en fin 2022 sont électriques, donc rechargeables. En février, on a une petite baisse, mais je peux vous dire déjà qu'en mars, on a un pic à 28%. Donc on reprend un peu du poil de la bête, mais il y a de plus en plus de véhicules électriques, c'est ça le message que je souhaite vous faire passer, qui rentrent sur le marché et qui ont donc besoin d'une infrastructure de recharge. Ici, ce sont des projections. Nous avons d'abord la projection toujours des ventes de véhicules électriques, et puis la projection après de l'ensemble des véhicules sur le parc automobile en circulation. Donc dans les ventes, vous voyez bien qu'on est au tout début d'une courbe pratiquement exponentielle. Vous avez ici en vert et en rouge les véhicules 100% électriques et en bleu et marron les véhicules hybrides rechargeables. Donc à chaque fois, vous avez deux scénarios, un scénario pessimiste et un scénario optimiste. Ce qu'on peut voir, c'est que le véhicule hybride rechargeable, il monte encore jusqu'en 2025 et puis après, on va certainement assister à une descente donc, des ventes parce que c'est une technologie qui est plutôt une technologie de transition aujourd'hui et qui va, comme le moteur thermique, se réduire, en tout cas disparaître de la vente des véhicules rechargeables. Et donc, on n'aura que des véhicules 100% électriques avec ces deux scénarios. Donc, nous, on est vraiment au tout début. Donc, si vous observez de plus en plus de véhicules électriques sur les routes, c'est cette montée-là. Mais vous voyez, on est vraiment au pied de cette explosion. Et donc, lorsqu'on parle plus de ventes, mais des véhicules électriques qui circulent sur l'ensemble du parc automobile suisse de tourisme, on s'attend à ce que d'ici 2030, selon deux scénarios aussi, on soit aux alentours des 30% de véhicules électriques. Et puis d'ici 2035, un véhicule sur deux en Suisse en circulation sera électrique et aura besoin d'une prise de recharge. Ça, ce sont les objectifs de la feuille de route mobilité électrique de l'Office fédéral de l'énergie, qui regroupe tous les acteurs aussi de la mobilité électrique, qui proposent des mesures pour développer ce secteur, et puis les objectifs dans les ventes. Donc, je vous ai dit, on est à peu près 26% fin 2022. L'objectif en 2025, c'est d'atteindre 50%. Un véhicule sur deux vendus sera électrique. 20 000 points de recharge accessibles au public en Suisse. Aujourd'hui, on est à peu près 13 000 – 14 000. Donc, il y a encore une jolie marge de progression. Et puis, ce qui est très important, c'est le développement de ces infrastructures de recharge aux points d'intérêt. D'abord à la maison, puis après au travail, sur les points d'intérêt, sur le domaine public, et puis sur les aires d'autoroute aussi. Un peu plus de la moitié des Suisses, donc là c'est les chiffres de 2020-2021, 2022 on est à peu près à la moitié aussi, des Suisses souhaitent dans un futur plus ou moins proche se doter d'un véhicule électrique. Donc ça c'est une donnée qui augmente de plus en plus. Il y a une partie 11% qui ne se prononce pas encore, et puis une partie 31% qui ne souhaite pas acheter de véhicule électrique. C'est notamment parce qu'il y a plusieurs problématiques à cela. Plusieurs freins, on va le voir juste après, mais on a près de 58% de Suisses qui souhaitent se doter d'un véhicule électrique, donc ça confirme ce type de projection qu'on a vu juste à l'instant. Donc les freins dont lesquels je venais parler, c'est notamment le prix. Aujourd'hui, un véhicule électrique, ça coûte cher, ça coûte plus cher qu'un véhicule thermique à l'achat, mais pas à l'exploitation. L'autonomie de la batterie aussi, on se pose toujours la question, si vous avez déjà conduit un véhicule électrique, où est-ce que je vais pouvoir charger, est-ce que je peux aller aussi loin dans mon trajet, et puis l'accès à la recharge qui est lié aussi. Sur les prix des véhicules, on a ce graphe qui nous vient donc de l'Institut Bloomberg, c'est le prix à l'achat d'un véhicule électrique en milliers de dollars. On voit qu'en 2016, on était très haut, presque 45 000 $. En 2022, on avoisine plutôt, 2022-2023, les 30 000. Mais vous voyez que le prix d'un véhicule a tendance, fortement diminuer. C'est notamment dû à cette partie orange. Cette partie orange, c'est le prix de la batterie.
Ça coûtait très cher, ça coûte encore assez cher un véhicule électrique, notamment à cause de la batterie, mais on en a vu tout à l'heure un petit peu une explication, c'est aussi une technologie qui rentre de plus en plus dans l'industrie, hein, qui se développe de plus en plus et donc qui est de moins en moins cher de par son industrialisation. Je n'ai plus de slide. Voilà. La barre en bleu que vous voyez, horizontale, c'est la référence pour un véhicule comparable, un véhicule thermique. On voit qu'aujourd'hui, un véhicule thermique est moins cher, mais aux alentours de 2024-2025, on devrait avoir pour les mêmes caractéristiques un véhicule thermique qui est égal à un véhicule électrique d'un point de vue de coût, de prix à l'achat. Donc c'est un frein qui est en train de se résoudre. Pour l'achat, l'autonomie, j'ai pris par exemple la Nissan Leaf, c'est la voiture, c'est une des pionnières hein, dans la mobilité électrique. Elle faisait à peine 120 km quand elle a été lancée en 2011. Et puis le dernier modèle qui date de 2018, mais qui est toujours mis à jour, hein, on est passé à plus de pratiquement 3 fois l'autonomie, on est à 300 km. Et on a de plus en plus de véhicules qui rentrent sur le marché et qui peuvent faire des 300, 400, 500 km d'autonomie. Donc on se rapproche de plus en plus d'un véhicule aussi thermique. Et donc c'est un frein qui a tendance à s'estomper également. Côté de la recharge, qui est le troisième frein que j'ai listé au tout début. Côté de la recharge, donc ça c'est un sondage qu'a fait le TCS, ils le font chaque année, c'est le baromètre de la mobilité électrique. C'est où est-ce qu'il manque des stations de recharge. Et puis on voit que les répondants, ils avaient des choix multiples, mais ils répondent d'abord à 67% sur la voie publique au cours de la route. Et à 62%, de plus en plus, donc on n'est pas très loin, sur le lieu de résidence et au domicile. Pourquoi ? Parce que c'est le plus pratique pour eux. Alors que sur la route, c'est un petit peu moins pratique. Il faut aller charger le véhicule, ensuite il faut le débrancher quand il a fini d'être chargé, alors qu'à la maison, c'est quand même le plus pratique. Et puis souvent, l'énergie, c'est la moins chère. Également dans les parkings, au travail, où on a besoin d'avoir justement ces développements des bornes de recharge à ces points d'intérêt. Et puis j'aimerais vous parler d'un phénomène qu'on est en train d'observer, c'est le phénomène des utilisateurs de véhicules électriques qui n'ont pas accès à la recharge à la maison. Donc aujourd'hui, ceux qui ont un véhicule électrique, souvent, ils ont une maison individuelle, ils peuvent avoir la recharge sur leur propre place de parc. Mais ceux qui habitent dans un bâtiment locatif, dans un bâtiment multirésidentiel, une PPE, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on est soumis à l'acceptation des gérances, des propriétaires immobiliers, des autres copropriétaires, hein, à la majorité lors de vote à la copropriété. Et donc, on voit ce phénomène de 100 bornes fixes, en fait, de SBF, on les appelle dans le milieu, c'est ces utilisateurs électromobilistes qui doivent toujours aller recharger là où ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas accès à la recharge facilitée au domicile. Et ça, c'est un grand problème pour demain, parce qu'on a vu le développement de la mobilité électrique, on voit qu'on va en avoir de plus en plus dans nos villes et communes, mais ces gens-là vont être un petit peu perdus et ne pourront pas recharger à la maison. Donc pour répondre aux besoins de ces 100 bornes fixes, c'est d'inciter absolument, et puis ça, les communes peuvent prendre la main là-dessus et agir, c'est d'inciter les gérances et les propriétaires immobiliers à installer des infrastructures de recharge dans les bâtiments. En Suisse, il n'existe pas le droit à la prise, comme il existe en France, comme il existe en Allemagne aussi. Lorsqu'un locataire ou un copropriétaire demande à avoir une borne de recharge, la gérance peut le refuser. Et souvent, elle le refuse parce que c'est une nouvelle composante, on ne sait pas comment s'y prendre, ça coûte cher. Il y a aussi un manque d'informations pour ces gérants et propriétaires. Mais le besoin est là. Les gérants sont en train un peu de réfléchir à comment est-ce qu'elles vont agir. Mais la commune peut informer et mettre aussi les conditions cadres pour encourager les propriétaires et gérants immobiliers à développer la recharge à la maison. On peut aussi voir le développement de bornes de recharge sur le domaine public.
avec une logique, par exemple, d'avoir, pour chaque habitant, chaque sans borne fixe, d'avoir une borne de recharge à moins de 5 minutes à pied de son domicile, donc d'identifier les parkings qui peuvent recevoir ce substitut en fait, de la recharge à la maison. Et puis, tout d'abord, ces réflexions viennent à l'issue d'un plan de mobilité électrique de la commune. C'est ce qu'on encourage notamment avec des programmes de subvention de Suisse Énergie pour les communes, aussi des cantons qui subventionnent ce type d'études et qui permettent de mettre un peu à plat et de bien réfléchir au plan de développement des infrastructures de recharge à l'échelle du territoire communal. Il faut faire attention aussi aux bornes de recharge publiques. C'est pour ça que j'insiste. Il faut vraiment insister d'abord à tout faire pour mettre la recharge à la maison. Parce que si on développe tout de suite un important nombre de bornes de recharge sur le domaine public, eh bien peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, les gérances immobilières, elles auront trouvé leur petit schéma, leur modèle d'affaires. Et du coup, les bornes de recharge vont se développer à la maison. Et les bornes de recharge publiques, elles peuvent ne plus être utilisées si elles sont surdimensionnées aujourd'hui. Et puis c'est un petit peu à l'époque quand on avait une cabine téléphonique dans le quartier, puis après chacun a eu son téléphone fixe et puis son attel. Eh ben, on en fait des boîtes à livres, mais une borne de recharge, on ne peut pas trop en faire une boîte à livres. Donc c'est important de pouvoir bien réfléchir, pousser la recharge à la maison et ensuite bien mesurer, dimensionner l'infrastructure de recharge sur le domaine public, parce que c'est une infrastructure qui coûte cher au commun, qui demande aussi une certaine puissance d'introduction avec le gestionnaire de réseau de distribution et qui prend de l'espace sur le domaine public en réalité, alors que ça peut être mis à la maison en souterrain par exemple. Donc les communes, elles ont plusieurs possibilités d'action pour répondre au développement de la mobilité électrique sur son territoire. Elle peut déjà avoir un rôle de développement des infrastructures et de services, donc des bornes de recharge accessibles au public. Également de planification, donc c'est l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, étudier combien est-ce que j'ai de véhicules électriques aujourd'hui, combien j'en aurai en 2030, quels sont les quartiers où j'aurai le plus de 100 bornes fixes et là où je vais devoir intervenir moi en tant que pouvoir public local pour développer des bornes de recharge accessibles à ces personnes-là ou encourager les gérances à développer des bornes de recharge. Donc c'est une étude à l'échelle 2030 par exemple. Elle a aussi le rôle d'exemple, donc de développer des projets pilotes, d'électrifier sa propre flotte de véhicules, et également un rôle d'information et conseil. Ça, c'est assez important de pouvoir, par exemple, convier la population à une soirée d'information où les gérances, uniquement les gérances et propriétaires immobiliers de la commune, pour leur expliquer le développement de la mobilité électrique et les enjeux, et puis comment est-ce qu'ils peuvent développer la recharge dans leur bâtiment. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? J'ai pas bien vu l'heure. On a encore bien 5 minutes. Donc sur la planification, il existe un guide pour les communes, un guide de la mobilité électrique pour les communes qui est publié donc par Suisse Énergie, qui est un programme de la Confédération, et qui vous décrit les champs d'action et puis comment s'y prendre, la méthodologie dans ce plan de mobilité électrique pour les communes. Donc c'est tout d'abord de se positionner, d'élaborer un concept de mobilité électrique à l'échelle de la commune, donc identifier les besoins de recharge sur plusieurs années, évaluer les besoins de recharge, ouvrir la voie au développement d'un réseau de bornes de recharge publiques, donc sur les parkings qui ont pu être identifiés comme pouvant répondre aux besoins de ces 100 bornes fixes. Définir également un plan de mesure, une fois qu'on a vraiment tracé la grande ligne de la stratégie. La commune, elle veut électrifier, elle veut apporter des solutions et mettre tout en place pour accueillir comme il se doit la mobilité électrique sur son territoire, parce que de toute façon, elle va arriver. C'est quelles mesures la commune peut prendre. Alors, il y a des subventions, bien sûr, mais il y a aussi du conseil, il y a aussi le permis de construire, qui peut prendre en compte donc, la pose de bandes de recharge au minimum. Il peut y avoir plusieurs comme ça, mesures qui peuvent être prises par la commune. Et puis, c'est donc d'informer et de sensibiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je voudrais vous prendre l'exemple de la commune d'Épalinges qu'on a accompagnée dans son plan. Donc, par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure d'étudier le besoin de recharge et le développement de la mobilité électrique sur la commune,
On a ici un graphe qui nous montre quel a été le développement passé, entre la commune en elle-même, l'agglomération, le canton et la Suisse, pour voir déjà où est-ce que la commune se positionne. Est-ce que c'est une commune pionnière? Et puis une projection à l'horizon de 2030 selon 2 scénarios qui montrent voilà, le développement des véhicules rechargeables, donc 100% électriques ou hybrides rechargeables sur le territoire. Une fois qu'on a développé donc ces scénarios et puis qu'on a une vision assez claire de quel va être le besoin de la commune au futur, on peut donc analyser ces besoins, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être rechercher à 5 minutes à pied de chaque logement qui ne dispose pas d'une maison individuelle ou d'une borne de recharge en souterrain. Où est-ce que dans ces rayons-là, on va avoir le plus d'utilisateurs de véhicules électriques qui n'ont pas accès à la recharge. Donc là, par exemple, on voit que sur la commune d'Épelinges en 2023, c'était assez concentré le besoin de recharge sur des quartiers plutôt multirésidentiels, où on a des bâtiments multirésidentiels, et puis on voit très clairement que ça se confirme sur 2030, on a des zones rouges, très rouges, où là, il n'y aura pas de borne de recharge à la maison, et on identifie alors des parkings, vous les voyez un petit peu intervenir en jaune, en rouge, qui sont susceptibles, eux, de servir de substitut à la recharge à la maison, et c'est la commune qui va, elle, soit investir, soit pousser la Coop, la Migros ou autres à installer des bornes de recharge. C'est aussi des bornes de recharge qu'on peut mettre, par exemple, sur des points d'intérêt, comme à l'école, qui est utilisée dans la journée par les professeurs et la nuit par les habitants. Des infrastructures de recharge, elles peuvent être mutualisées, parce qu'une borne de recharge, plus elle est utilisée, plus elle est rentable, et elle peut servir donc à ces deux types d'utilisateurs, et ça c'est très intéressant, la mutualisation des bornes, et pour cela ça demande une petite étude et réflexion. Pour les projets pilotes, on a par exemple, on accompagne Yverdon Énergie et la commune d'Yverdon dans le développement d'un projet pilote et démonstration qui est subventionné aussi par l'Office fédéral de l'énergie, le canton et la commune, où on développe sur un parking dans une zone industrielle. C'est ce parking qui va être un hub de la mobilité électrique. On va développer jusqu'à 250 points de recharge, dont 50 bidirectionnels. Donc là, on parle de véhicules to grid, c'est ces véhicules qui sont capables de se charger, mais aussi de se décharger sur le réseau. Et ça, c'est très intéressant quand on a de la recharge de jour, où on a une forte pénétration de l'énergie photovoltaïque sur ce site-là. On consomme également la journée, les véhicules sont là la journée, et donc on va pouvoir recharger les véhicules avec l'énergie photovoltaïque en pleine journée, et puis les réutiliser après le soir dans les habitations. Donc ça, c'est un projet pilote sur 4 ans qui est démarré l'année dernière. C'est ce type de projet qu'une commune peut prendre aussi sur ces parkings. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y a la place pour des questions, j'ai pris tout le temps, mais merci beaucoup pour votre écoute. Puisqu'on a de l'avance, on peut prendre des questions. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience pour M. Orlando? Tout était clair. Tout était clair. Oui, monsieur. Est-ce qu'il existe déjà des solutions, je dirais, duales entre recharge des véhicules électriques et véhicules to load, donc la charge inverse, au niveau des habitations individuelles? Oui. Oui, ça existe déjà. Il y a une entreprise en Suisse alémanique qui s'appelle Sun2Wheel et qui est membre de Swiss E-Mobility. Et puis, c'est les premiers à proposer des bornes de recharge à la maison bidirectionnelles. Mais elles restent encore assez chères. C'est 8 fois plus qu'une borne de recharge simple. Et puis surtout, ça fonctionne qu'avec un certain type de véhicule. Donc, c'est notamment les véhicules japonais, les Nissan, qui se sont dotés de ce type de technologie. Donc ça ne fonctionne pas encore avec tous les véhicules, mais c'est un super moyen pour l'autoconsommation. Si on a des panneaux solaires sur le toit, c'est plus intéressant de profiter de cette énergie-là qui est moins chère que d'acheter sur le réseau pour les habitants. Oui, ça existe.
Merci. Bonjour. Bonjour. Vous parlez beaucoup du rôle des communes à jouer. Mhm. Par contre, vous évoquez jamais l'état des réseaux souterrains qui seront jamais prêts pour 2030 pour pouvoir accueillir toutes ces bornes. Qu'en est-il? Alors c'est pour ça que j'insiste vraiment sur d'abord développer la recharge à la maison, parce que quand on électrifie un parking souterrain d'un bâtiment multirésidentiel, on n'a jamais besoin d'augmenter l'introduction du bâtiment si l'infrastructure est bien faite. C'est-à-dire que si on met des bornes avec un système de gestion intelligent de l'énergie, on peut, lorsqu'on a de la recharge lente à la maison, parce qu'on se gare en moyenne 8, 10, 12 heures la nuit, on a largement le temps pour recharger à la maison avec une faible puissance. Surtout pour des besoins journaliers qui sont à peu près de 32-50 km en moyenne. Il suffit d'avoir une recharge vraiment lente et coordonnée avec un système, cet ordinateur qui va gérer la puissance. Et donc, on n'aura jamais besoin d'augmenter l'introduction du bâtiment. La question va se poser sur les parkings publics, où là, on aura besoin d'un renforcement. Et le mieux, c'est de pouvoir, si on veut développer la recharge de jour, d'avoir des énergies complémentaires, par exemple, si on met des bornes de recharge sur un parking ouvert, d'avoir des panneaux solaires en carport et d'avoir un système qui va prioriser la recharge photovoltaïque afin d'impacter le moins possible le réseau. Mais dans pratiquement tous les cas d'usage, on n'a pas besoin de recharge rapide, sauf sur les autoroutes. Mais que ce soit à la maison ou près de la maison, de la recharge lente, ça suffit largement, de façon à ne pas avoir cet impact trop important sur le réseau de distribution. Oui, ça arrive. Merci. Quel niveau de prééquipement vous recommandez dans les bâtiments en construction, notamment dans les règlements communaux? Voilà, quel niveau de prééquipement vous recommanderiez? Pour les bâtiments multirésidentiels, oui. Alors sur la résidentielle, on prévoit qu'au moins un foyer, une place par foyer puisse avoir ce prééquipement. Donc c'est-à-dire que si on a 2 places de parc par foyer, bon, 50% ça suffit, mais si on a une seule place de parc par appartement, on recommande de prééquiper 100%. Donc, c'est-à-dire de faire un tableau électrique, d'avoir des systèmes de protection, de tirer un rail d'énergie ou un câble plat qui va aller au-dessus de chaque place de parc. Et puis, lorsque le propriétaire ou le locataire aura son véhicule électrique, il pourra venir lui-même mettre sa borne de recharge au fur et à mesure, à condition qu'elle soit compatible entre elles, bien sûr. Mais c'est de prééquiper 100% et d'équiper au fur et à mesure de la demande. Oui. Ma question, comment on peut imaginer le remplacement des batteries et à quelle fréquence va-t-on remplacer les batteries qui vont s'user et en même temps continuer de fournir les batteries pour atteindre 100% des véhicules électriques? Et comment est-ce qu'on voit ça? Alors, c'est vrai, vous en avez parlé un tout petit peu avant au niveau du lithium. Il y a d'autres technologies qui se mettent en place, mais aujourd'hui, on a des ressources en lithium suffisantes pour couvrir les besoins sur la planète, pour couvrir les besoins de la mobilité électrique. Une batterie, même si c'est cher à recycler, elle est possible d'être recyclée 90-95% de ses composants. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis la première partie de votre question, c'était est-ce qu'on aura assez... La fréquence de remplacement. Des batteries, et oui. En même temps, la fréquence de recharge, parce que cette fréquence va augmenter, je suppose, avec l'usure des batteries. C'est vrai qu'une... Est-ce qu'on envisage ça C'est vrai qu'une batterie, elle a entre 8 et 10 ans de durée de vie. C'est déjà arrivé que des batteries, au bout de 8 ans, ne fonctionnent plus, mais il y a un gros déficit aujourd'hui sur le marché, notamment au niveau des garagistes, c'est qu'une batterie, au bout de 8 ans, elle n'a pas besoin d'être remplacée.
elle a besoin d'être réparée. Souvent, ce sont des cellules, ce sont des composants, des cartes mères qui peuvent être remplacés. Et pour ça, j'ai un collègue justement qui vient d'en faire l'expérience. Aucune entreprise en Suisse est capable de faire ce travail-là sur les batteries. Et Tesla a proposé de remplacer sa batterie, mais pour 15 000 ou 20 000 francs. Il a trouvé une start-up en France, donc il a envoyé sa Tesla qui ne roulait pas en France, et sa start-up, pour 3 000 francs, elle l'a démontée, elle a réussi à remplacer les cellules, et donc il est reparti avec une batterie quasi neuve. Ils ont aussi réparé celle qui était en train d'être défaillante, pour 3 000 francs, plus le transport, au lieu de 15 000 20 000 francs. Donc il y a un vrai marché là-dessus. On ne remplace pas toutes les batteries au bout de 8 ans. Et puis même les batteries qui sont en fin de vie parce qu'elles n'ont plus assez de capacité, d'autonomie pour les véhicules, elles peuvent servir aussi pour le stockage stationnaire pour les énergies renouvelables. On sait que les énergies renouvelables, c'est des énergies intermittentes, et quand il y a plus de production que de la consommation, on peut se servir, et puis il y a plein de projets pilotes qui se mettent en place, avec des constructeurs automobiles notamment, de façon à avoir ces bancs de batteries mises en série pour avoir des énormes capacités de stockage. Donc il y a quand même une deuxième vie pour la batterie, après le véhicule vraiment électrique. Toujours encore dans cet esprit, à quelle vitesse le potentiel des 400 km que l'on atteint avec une batterie va se dégrader? Alors, on attend une baisse de 20%. En 8 ans, on n'aurait plus que 75-80% de capacité de la batterie sur la batterie originale. Donc voilà, il y a encore... D'où l'augmentation de la fréquence des recharges. D'où l'augmentation de la fréquence des charges. Mais c'est pour les besoins journaliers, si on a la recharge, encore une fois, à la maison, et qu'on fait attention de préserver sa batterie aussi, hein, c'est-à-dire de jamais aller en dessous de 20, et jamais aller au-dessus de 80 ou 90. Si on arrive à bien charger avec ces consignes-là, qu'on a la recharge à la maison et qu'on recharge au fur et à mesure, 80% d'autonomie d'une batterie, ça suffit largement pour les trajets du quotidien. Et puis pour partir en vacances, on espère que d'ici là, il y aura plus de bandes de recharge sur l'autoroute. Mais en tout cas, c'est le cas. Ça prend de plus en plus sur les autoroutes aussi. Donc je pense qu'on devrait avoir une amélioration quand même là-dessus. Puis 100% de la batterie, on n'en a vraiment pas besoin pour tous ces trajets. On a 300-400 km d'autonomie. Chaque jour, on fait 30, 50 km. Et donc, on en a besoin de recharger une fois par semaine, peut-être. Vous voyez, pas beaucoup plus. Voilà, merci. On garde les autres questions pour la table ronde. Je vous propose à la fin. Merci. On va prendre une petite pause maintenant. Merci. Voilà, le retour de la pause. Comment nos modes de vie, nos habitudes impactent l'environnement dans lequel nous vivons? Quels leviers pouvons-nous envisager à une échelle individuelle, locale, communale, pour atteindre les objectifs des accords sur le climat? Professeur Vincent Kaufmann va nous donner des pistes de réponse. Vincent Kaufmann est professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Depuis 2010, il est également directeur scientifique du Forum Vie Mobile, un groupe de réflexion et institut de recherche travaillant sur la transition mobilitaire basé à Paris et soutenu par la SNCF. Ses travaux actuels portent sur la mobilité et ses liens avec la transformation des sociétés contemporaines et leur territoire. Avec d'autres auteurs, il a récemment publié Pour en finir avec la vitesse aux éditions de l'Aube. Monsieur Kaufmann, à vous la parole. Merci pour cette introduction. D'abord, je voulais m'excuser de ne pas avoir pu être là au début d'après-midi. En fait, j'avais un cours. On parlait du génie civil là juste avant. C'était un cours qu'on donne en master à des étudiants de génie civil de l'EPFL intitulé Ville et mobilité. Donc, vous voyez, donc il a lieu le mercredi en toute fin de matinée et début d'après-midi. Voilà, donc c'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, moi, j'avais envie de vous parler de cette question de l'accord de Paris qui fixe des objectifs qui sont quand même assez ambitieux dans le domaine de la mobilité. Et
on nous a beaucoup posé la question ces dernières années, notamment à l'EPFL, mais pas uniquement. Enfin, c'est une des grandes questions, je pense, qui agite le domaine de l'analyse de la mobilité. Est-il possible d'atteindre ces objectifs? Il y a aussi les objectifs intermédiaires de 2030, à l'horizon 2050 en particulier. Donc c'est la neutralité carbone. Est-ce que c'est atteignable et si c'est atteignable, quelle est la stratégie pour y arriver? Alors peut-être pour se rafraîchir un tout petit peu la mémoire, bon, donc, l'accord de Paris, donc, il fixe moins 45% d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, la neutralité carbone en 2050 dans le secteur des transports. Alors les chiffres, ça c'est bon, peut-être vous avez un petit peu d'autres chiffres, je ne sais pas, mais je pense que les ordres de grandeur, c'est suivant la source, c'est souvent ce qu'on intègre. Est-ce qu'on intègre l'aviation en particulier, ça change un tout petit peu le pourcentage, mais en Suisse, le transport, c'est un très gros secteur émetteur, à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. On nous prédit encore une croissance. Hein, les prévisions de l'OCDE nous prédisent une croissance. Donc en fait, voilà, c'est un domaine difficile. Il y a des domaines où on fait du progrès par rapport aux émissions. Dans le domaine de la mobilité, jusqu'à présent, ce n'est pas absolument évident. L'ONU a identifié 3 grands leviers d'action. Là, c'est ce que vous avez là en anglais. Tiens, je vais essayer ce truc-là. Il paraît que ça marche super bien. Voilà, regardez. Avoid, Shift, Improve. Hein. Donc, Improve, vous en avez parlé avant. On peut optimiser les systèmes de mobilité par un certain nombre de mesures. Bon, par exemple, le passage à l'électricité qui permet de l'électrification du parc automobile, qui permet d'optimiser le système en lien avec cet objectif de neutralité carbone. Donc ça, c'est un des grands leviers qui a été identifié. Le levier Shift, c'est ce qu'on appelle parfois le report modal, c'est de favoriser l'utilisation d'autres moyens de transport que la voiture, que ce soit pour les déplacements de la vie quotidienne ou des déplacements peut-être plus occasionnels et plus longs. Et puis le troisième levier, Avoid, c'est l'évitement des déplacements. Alors, moi, j'en parlais encore tout à l'heure avec mes étudiants là, du cours Ville et Mobilité qui me disaient « Ouais, mais Avoid, c'est vraiment mal choisi comme terme. » Alors, c'est le terme qu'a retenu l'ONU, mais effectivement, il ne s'agit pas d'éviter de se déplacer et de rester chez soi, il s'agit d'éviter les mobilités mécanisées, en fait. Donc, c'est l'idée de vivre en proximité qu'il y a là derrière. Donc, de retrouver une unité spatiale, temporelle de la vie quotidienne. Bon. Donc, évidemment, étant un petit peu broyard, même si mon accent ne l'indique pas, je sais pertinemment bien que dans les régions rurales, cette histoire de avoid, on pourra en parler, hein, c'est pas du tout évident. Mais enfin, il n'y a pas que les régions rurales, il y a aussi des régions urbaines dans lesquelles, par contre, on peut le faire. Alors, quand on regarde, je voulais peut-être rentrer avec des résultats de 2 chercheurs, d'une équipe de recherche britannique emmenée par 2 grands noms de la recherche sur la mobilité, Peter Adey et Tim Creswell, qui ont mené une recherche dans ces 14 pays sur les stratégies de décarbonation de la mobilité qui ont été mises en place dans tous ces pays pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et ce qu'ils constatent dans leurs travaux, ce qu'ils constatent, c'est que finalement, dans tous ces pays, dans pratiquement tous, on ne mise que sur le levier Improve. Et on ne va que très très peu sur le levier Shift et le levier Avoid. Et ces chercheurs ont conclu en disant c'est comme s'il y avait une espèce de peur de s'engager dans des politiques qui, finalement, d'une certaine manière, touchent au mode de vie, touchent aux pratiques. Et donc, on essaye on temporise pour se dire on va faire le maximum avec la technologie. Et puis, voilà. Et donc, ils y vont un petit peu à reculons et avec des gants. Je pense que la Suisse ne fait pas partie des 14 pays qui ont été analysés. Je pense franchement que si la Suisse en faisait partie, on pourrait faire à peu près le même constat. C'est-à-dire que, oui, il y a des objectifs
de report modal, mais il n'y a pas des mesures très fortes qui y sont associées. Le discours sur la ville du quart d'heure, les territoires du quart d'heure, c'est aussi des choses qu'on entend, mais c'est un petit peu incantatoire. Et puis, voilà, c'est pas... Quand on essaye de voir quelles mesures sont associées à ces affirmations, c'est pas toujours évident, et de voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc ça, c'est un constat. Moi, je voulais partir de ce constat dans mon exposé parce qu'il me paraît important, parce que finalement, voilà, ces deux leviers, effectivement, ils impliquent les politiques d'aménagement du territoire, ils impliquent de travailler sur les comportements de déplacement. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Et puis, alors, est-ce qu'on peut s'en passer ? Bon, si je pose la question comme ça, vous doutez qu'en fait, probablement que non. Je vais le montrer juste après. Mais si on ne peut pas s'en passer, alors est-ce que c'est... Voilà, comment le faire pour le faire bien ? Est-ce que la population y est prête ? Dans quelle mesure ? Pour qui ? Comment ? Etc. Est-ce que finalement... nos politiques nationales, alors là c'est les politiques nationales qui ont été dépouillées, est-ce que voilà, finalement est-ce qu'on a tort de peut-être pas davantage miser aussi sur ces leviers-là ? Enfin, voilà, c'est là autour que j'avais envie de vous parler cet après-midi. Alors la question de savoir est-ce qu'il est possible d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris dans le domaine de la mobilité, et si oui, par quelle mesure, nous a été posée il y a 2 ans par le canton de Genève. Alors c'est passionnant comme question, absolument passionnant, c'est pas évident d'y répondre. Nous, ça nous a mobilisés à l'EPFL, ça m'a permis moi de travailler avec des laboratoires avec lesquels j'avais peu travaillé jusqu'à présent. Et donc dans le cadre d'un mandat, du conseiller d'État, Serge Dalbousco, et de ses services pour le canton de Genève, on a travaillé sur cette question. La réponse à la première question, c'est oui, c'est possible d'arriver, pour le cas du canton de Genève, à la neutralité carbone dans le domaine des transports, à l'horizon 2050. Mais, pour y arriver, il faut combiner ces 9 types de mesures. Et donc, on ne peut pas simplement en rester au levier Improve, avec la politique de la mobilité. Alors bien sûr, c'est des éléments importants. Ça peut permettre d'atteindre jusqu'à la moitié du chemin à parcourir pour atteindre la neutralité carbone. Mais ça signifie aussi que le shift et ces différentes mesures, ainsi que le avoid, c'est des aspects qui sont aussi très importants. Donc moi, je voulais commencer avec ça en disant, parce que moi, ça me semble intéressant comme situation, parce que souvent, c'est des mesures qu'on a tendance à opposer en disant, il y a les tenants de l'innovation technologique qui nous disent en gros, on va décarboner le système des transports et de mobilité grâce à l'innovation technologique, grâce à un certain nombre de transformations du système lui-même. À l'EPFL, évidemment, il y a des recherches en pointe dans ce domaine-là, et c'est extrêmement important de le faire, mais ça ne suffit pas. Et donc, il n'y a pas lieu d'opposer ces mesures-là à des mesures qui toucheraient au mode de vie, puisqu'on a besoin des deux. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, parce que si on regarde un petit peu le débat politique, on a souvent les tenants de l'innovation versus les tenants de la sobriété, et puis le débat, il est un peu clivé, et puis en fait non, on a besoin de l'ensemble. Bon, donc ça, c'est un premier constat que je trouve intéressant, peut-être à discuter aussi par la suite. Alors peut-être pour illustrer ce propos d'une autre manière, puis après j'arriverai sur la question du report modal et sur la question de la vie en proximité. Il y a 8 ans maintenant, pour la COP de Paris, c'était quel numéro déjà ? La COP 21. La COP dans le cadre des travaux préparatoires à la COP 21, on nous avait commandé une étude, c'est sur la mobilité en France à l'horizon 2050. C'est une étude qu'on a réalisée à l'époque, puis qui a servi, notamment côté français, à arrêter une position par rapport à une stratégie. On avait identifié ces trois futurs possibles en faisant un peu de prospective, un scénario
ultra-mobilité, où on continue. Alors ça, c'est le scénario, si vous voulez, si on reprend les 3 leviers, on mise sur l'innovation technologique de façon très forte pour décarboner la mobilité, mais l'automobile reste un moyen de transport dominant, l'avion reste très important. On investit aussi un peu dans le ferroviaire, mais disons les équilibres entre usage des moyens de transport restent à peu près celui que l'on connaît aujourd'hui. Donc on était sur un scénario un peu toujours plus vite, toujours plus loin, et on continue, mais en misant sur un certain nombre de transformations des systèmes technologiques pour arriver à décarboner. Deuxième scénario qu'on a appelé altermobilité, c'est un scénario de report modal. Il prend les mêmes hypothèses d'électrification du parc automobile que le premier, mais il y ajoute du report modal de façon assez massive, donc un investissement beaucoup plus fort dans des systèmes de transport alternatifs à la voiture, y compris dans des régions rurales. Donc c'est du covoiturage, c'est du transport à la demande, c'est voilà, toute une série de nouveaux services. Donc ça, c'est le scénario, c'est le deuxième scénario, le scénario altermobilité. Et puis le scénario proximobilité, il reprend les hypothèses d'amélioration des offres alternatives à la voiture d'altermobilité, mais il diminue la portée spatiale des déplacements en substituant un certain nombre de déplacements par de la communication à distance. C'est typiquement, ben voilà, il y a une bonne dose de télétravail. On est en 2014 quand on fait ça, il n'y avait pas encore eu le Covid. Il y a du télétravail, il y a du téléachat. Donc en fait, on se déplace beaucoup moins et on vit davantage en proximité. Puis on a un système de transport à notre disposition du niveau de ce qu'on avait dans Altermobilité. Et quand on regarde, voilà alors là, c'est des trafics en milliards de voyageurs kilomètres. L'année de référence, ça, c'était 2013, quand on avait travaillé sur ces scénarios. Pour 2050, ben, on voit la part que représentent les différents moyens de transport dans la mobilité quotidienne. On voit, et surtout, mais c'est là où je voulais en venir, en fait, proximobilité est le sol qui permet d'atteindre. Alors là, c'est pour le cas de la France. Les objectifs de l'accord de Paris. Donc ça correspond, alors ce n'est pas exactement le même exercice que celui qu'on a fait pour le canton de Genève, qui était beaucoup plus précis et quelque part beaucoup plus facile, parce qu'en fait, c'est un petit canton-ville, et donc les données sont beaucoup plus faciles, les hypothèses sont plus faciles à faire, etc. Mais on a un peu le même genre de constat. Donc ça pose effectivement la question du report modal de façon extrêmement centrale, ainsi que la question de l'évitement des déplacements. Alors, voilà, toute la question, c'est de savoir, bon, on est en démocratie, on ne peut pas faire le bonheur à la place des gens. Hein, j'entends, s'il y a effectivement un désir de mobilité individuelle qui est très fort, s'il y a un attachement qui est fort à l'automobile, si les territoires ont été aménagés pendant longtemps pour l'automobile, c'est effectivement difficile de susciter du report modal a priori, d'où peut-être parfois une certaine tiédeur dans un certain nombre de politiques. Mais on a voulu en avoir le cœur net, et là je vous présente les résultats. Alors c'est d'une recherche, pour moi c'est une recherche au long cours, parce que moi je l'ai commencé dans le cadre de ma thèse de doctorat il y a 25 ans, il y a même 30 ans presque. Ouais. Non, il y a exactement 30 ans. Les données que j'avais recueillies datent de 1993. Donc voilà, l'idée c'était, et c'est toujours, on a toujours actualisé cette base qui nous semble intéressante, de se dire quand des gens comme vous et moi utilisent les différents moyens de transport, ils ont quoi dans la tête? C'est quoi leurs envies? C'est quoi, à quoi ils sont attachés? Comment est-ce qu'ils opèrent leurs choix? Qu'est-ce qui est essentiel pour eux? Puis, alors là, je vous présente la typologie qu'on a développée, qui a été actualisée, qui date de 2019. On a des données plus récentes, parce qu'on est en train de faire une enquête sur le même sujet, donc des données fin 2022, qui montrent que ces types sont toujours valables, malgré le Covid. Alors après, le poids a un tout petit peu changé, mais ça, on peut éventuellement y revenir, mais c'est finalement pas si énorme que ça. Donc ces types, vous voyez, vous avez effectivement des gens qui sont perdus. Ouais, non, ça marche pas si bien. C'est trop grand. Il y a des gens qui sont perdus pour le report modal. Les automobilistes exclusifs, utilisation de l'automobile par réflexe. Donc quelque part,
les alternatives n'entrent pas en ligne de compte. Je dois me déplacer, je me mets derrière mon volant, puis j'y vais. Automobiliste exclusif, ça c'est le premier type. Deuxième type, prédisposé au mode individuel motorisé. C'est des gens qui ont une forte préférence à utiliser la voiture ou la moto dans leur déplacement, puis qui, dans certaines circonstances, quand ils perçoivent que c'est très difficile, qu'une destination est très difficile d'accès par ces moyens de transport, ils vont se reporter, par exemple, sur le train ou le transport public, mais à contre-cœur. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'on a estimé, enfin, on les a appelés prédisposés au mode individuel. Mais cela, avec un peu de contrainte, enfin, avec de la contrainte, on arrive, enfin, dans certaines circonstances, ils ont d'autres pratiques. Après, on a des comparateurs d'efficacité et des comparateurs de confort. Comparateurs d'efficacité, ça c'est l'usager modèle du modèle économétrique de transport qui compare les prix et les temps de déplacement, puis qui se reporte de façon plus ou moins mécanique sur ce qui est le plus cher et ou le plus rapide. Souvent le plus rapide, et puis en fonction de l'état du porte-monnaie, voilà, le prix est une variable plutôt d'ajustement. C'est surtout autour du temps que ça se joue. Comparateur de confort, ça c'est un type qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. C'est cette idée que quand vous vous déplacez, vous ne cherchez pas nécessairement à ce que ça dure le moins longtemps possible, mais vous cherchez à ce que ce soit suffisamment confortable pour pouvoir, pendant votre trajet, faire autre chose. C'est typiquement être assis dans un train, puis pouvoir ouvrir son laptop, ou répondre à des emails, chatter sur un réseau social quelconque, ou je ne sais quoi, ou regarder un film sur une tablette. Et donc, il y a un certain nombre de personnes, et évidemment, avec tous les objets connectés dont on dispose, c'est un type qui a pris du volume, il n'existait pratiquement pas dans les années 90, et puis il s'est considérablement développé depuis. Donc, c'est des gens qui n'ont pas d'a priori particulier à l'égard des moyens de transport, si ce n'est que ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de pouvoir utiliser leur temps de déplacement pour d'autres activités. Donc ça disqualifie un petit peu l'automobile quand même. Et le vélo, et ça on le voit d'ailleurs, chez les ados, il y a une baisse de l'utilisation du vélo dans un certain nombre de villes, notamment pour cette raison-là. Parce que, évidemment, quand on est sur un vélo, on ne peut pas être connecté en continu. Ensuite, vous avez 3 types de prédisposés, vous voyez, au mode individuel, au mode alternatif à la voiture et prédisposés au mode actif. Donc ça, c'est un peu en miroir par rapport au deuxième type. Des personnes, alors pour les prédisposés au mode individuel, des personnes qui sont attachées au caractère individuel du mode. Donc, ce n'est pas spécialement un attachement à la voiture, mais c'est plutôt, j'allais dire, une détestation du transport public. Le mot détestation est trop fort à dessein, mais c'est l'idée, le transport public, il est associé à des lignes, des horaires, il n'est jamais disponible quand j'en ai besoin, et en général, il ne va pas où je vais, donc je dois changer. Puis je dois attendre, etc. C'est vraiment pénible. Donc ça, c'est des candidats, si vous voulez une politique de report modal, pour des gens comme ça, le vélo électrique, depuis la voiture, c'est tout à fait acceptable, mais le transport public, c'est un peu peine perdue pour ce type-là. Voilà, donc ça, c'est les prédisposés au mode individuel. Prédisposés au mode alternatif à la voiture, des gens qui n'aiment pas conduire, pour le dire autrement, parce qu'ils estiment que... c'est souvent des gens qui ont eu un traumatisme à l'égard de la conduite, soit un accident, soit ils n'aiment pas du tout le caractère agressif de la circulation. Voilà. Donc, en disant, voilà, pour bien vivre ma vie quotidienne, si je peux éviter de conduire, c'est parfait, donc je préfère utiliser d'autres moyens de transport. Il est prédisposé au mode actif, des gens qui préfèrent, tant que faire se peut, se déplacer en vélo et à pied, souvent pour des questions d'exercice physique dans la vie quotidienne, en disant je fais une pierre deux coups. C'est-à-dire je me déplace, puis en plus, ça me permet de faire mon exercice physique dans un monde où on est tous de plus en plus sédentaires, assis derrière des bureaux ou dans des réunions toute la journée. Puis vous avez encore le dernier type environnementaliste. Ça, c'est des gens qui ont des convictions environnementales très fortes avec lesquelles ils souhaitent être cohérents dans leur choix de moyens de transport. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas une sensibilité écologique, mais ceux-ci, ce groupe-là, le met vraiment en avant dans leur choix. Donc voilà les 8 types. Alors, vous voyez, il y en a effectivement qui sont très orientés pro-voiture, d'autres plutôt transport collectif, environnement, etc. Alors, ce qui est intéressant, alors là je vous ai mis des résultats concernant la distribution de ces 8 types dans des agglomérations de Genève, en différenciant la ville-centre et les communes de banlieue, Lausanne et Berne.
On a aussi sur Bien, enfin, bon, il y a toute une série de villes. Si cette recherche vous intéresse, les rapports sont en ligne. On a des données sur Nyon, on n'a pas de données sur Bulle et sur Fribourg, malheureusement. Mais on a toute une série de villes en Suisse romande où la tendance est la même dans des villes plus petites. Vous voyez que les automobilistes exclusifs, c'est la première, les premiers, les prédisposés au transport individuel motorisé, ils sont devenus relativement marginaux dans ces types. Et moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 1998, les automobilistes exclusifs à Genève, Lausanne et Berne, c'était les mêmes villes sur lesquelles j'ai travaillé. Donc on peut mesurer la progression sur 30 ans. Ils représentaient 20% de la population. Puis là, vous voyez, on est à 1, 2, 3, 4%. Donc voilà, donc il y a eu un vrai changement. Donc ça, c'est le premier message que je voulais faire passer dans cet exposé, c'est de dire, on a sans doute tort quand on ne s'engage pas dans des politiques de report modal, parce qu'on a une bonne partie de la population qui est prête. Après, évidemment, il faut mettre en face une offre qui est attractive. Ça, c'est une autre histoire. On est dans des territoires qui ont été apprêtés pour l'automobile pendant très longtemps, donc ce n'est pas si évident. Mais d'un point de vue mentalité, la population y est quand même largement prête. Alors, la comparaison avec Berne, je vais peut-être aller un petit peu plus vite, parce que l'idée, c'est quand même que je finisse bientôt. Je voulais encore vous dire quelques mots sur... alors, ce que l'ONU appelle l'évitement des déplacements ou la vie au quart d'heure ou la vie en proximité. Peut-être juste, je vais finir avec... alors, je vais quand même vous parler de la réversibilité. Ce qui caractérise la mobilité aujourd'hui, on pourrait dire dans la vie quotidienne, c'est cette espèce de recherche de réversibilité. C'est-à-dire qu'avec l'automobile, on peut annuler très facilement de la distance et revenir au point de départ. Vous habitez Bulle, vous trouvez du boulot à Lausanne, à Berne, vous n'allez pas déménager. Vous allez vous débrouiller pour utiliser les potentiels de vitesse qui sont accessibles par la voiture et par le train pour ne pas avoir à déménager. Donc quelque part, si ces potentiels n'existaient pas, vous seriez obligé de déménager. D'ailleurs, en 1960, ou voilà, quand on était nommé, on a trouvé du boulot dans ces villes, on déménageait. Et donc, quelque part, la mobilité, elle s'est réversibilisée de migration entre régions ou entre cantons, pour prendre cet exemple de la Suisse. Ben, on est devenu pendulaire. Et donc, voilà, on est dans ces formes de réversibilisation de la mobilité. Et ce qu'on voit dans beaucoup d'enquêtes, c'est que pour beaucoup de nos concitoyens, puis on le vit aussi sans doute, hein, les uns et les autres pour certains d'entre nous, c'est de plus en plus considéré, et encore plus en période post-Covid, comme quelque chose d'épuisant, ces grandes mobilités quotidiennes. Et ça, on le voit, voilà, des gens commencent à se dire, oui, mais si je ne peux pas télétravailler 2 ou 3 jours par semaine, moi, je vais arrêter de faire ça. Voilà, ça commence à venir. On voit ce besoin de retour à une certaine qualité de vie dans la proximité qui commence à se faire jour. Alors peut-être juste pour thématiser ça, puis vous montrer qu'il y a aussi du potentiel pour développer cette proximité, puis que c'est pas toujours opposé à l'idée de mobilité. Je voulais peut-être finir avec ce graphique. Alors il est un tout petit peu technique, mais vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Ça, c'est une représentation. Donc on a représenté sur ce graphique, ça c'est les 24 heures de la journée, donc de 0 à 24 heures. Ça c'est les distances depuis le domicile en kilomètres. Bon, ça c'est un schéma. Hein. Et puis ce qu'on a représenté là, par exemple, ça c'est pour une personne qui se déplacerait, qui part à 8 heures, voyez, puis qui va à 10 kilomètres, puis qui reste dans cet endroit, puis qui revient chez elle à midi, puis qui repart, puis qui retourne peut-être travailler, puis qui retourne fait des achats, puis qui rentre chez elle, etc. Donc c'est une manière de représenter la mobilité qui a été inventée par des chercheurs suédois, notamment autour de la time geography, hein, les Torsten Egerstrand et consorts. C'est un truc assez ancien. Et nous, on l'a appliqué aux données de mobilité du micro-recensement transport. C'est cette grande enquête qui a lieu tous les 5 ans puis qui mesure les déplacements des Suissesses et des Suisses sur une journée. Donc quand on agrège
les déplacements des, je sais pas, 30 000 personnes qui ont été interrogées dans l'enquête, puis qu'on essaye d'identifier des types, on tombe là-dessus. Hein, donc ça, c'est l'agrégation de toutes ces journées. Puis vous voyez, donc des types, vous en avez des très très différents. Vous avez par exemple, le pendulaire de longue distance dont on parlait tout à l'heure, vous voyez, il est là. Il fait un aller-retour, il va loin, puis il revient le soir. Mais vous avez une très grande diversité, en fait, dans la population. Tout le monde n'est pas actif, tout le monde ne se déplace pas aux heures de pointe, etc. Puis, ce que je voulais mettre en évidence aussi, c'est ce dernier type, là, le 8, vous voyez, qu'on a appelé ultra complexe. Donc, c'est des gens, vous voyez, qui ont énormément de déplacements dans la proximité. Donc, ils sont très mobiles, quelque part. Quand vous regardez leur programme d'activité, ils ont des activités de loisirs, travail, etc. Ils sortent, ils rentrent, des activités de sociabilité, mais ils font ça dans un rayon de 1 à 2 km autour de leur domicile. Et ce qui montre, et c'est très intéressant parce que ça montre aussi, d'abord, ça existe. Ça existe, c'est pas complètement marginal, c'est un type qui apparaît quand on commence à faire ces typologies. Et puis, quand on va regarder, donc, on peut aller regarder ces personnes, dans quel cadre de vie elles habitent, et qu'est-ce qui favorise finalement cette vie en proximité. Et donc, là aussi, je termine avec ça, puis j'aurai presque dans les temps. Là aussi, on a des leviers, peut-être pour travailler sur la proximité et sur la réduction de la portée spatiale des déplacements, peut-être qu'on n'utilise pas suffisamment. Alors, tout le monde a ces temps à la bouche l'idée de ville du quart d'heure, de Carlos Moreno. Ouais, ça, c'est des trucs, idées à la mode, etc. Et puis, voilà, on commence à l'opérationnaliser en disant il faut équiper les quartiers, etc. Bon, ça, c'est une chose, mais il faut aussi qu'on ait envie, qu'il y ait de la qualité, que ce soit des quartiers où on a peut-être envie de rencontrer ses voisins. Il y a des espaces de loisirs qui soient proches. Donc là, il y a tout un travail à faire qui dépasse simplement des questions fonctionnelles d'équipement pour vraiment travailler sur la qualité urbaine, le charme, le rapport. On a tous un rapport sensible à notre environnement. Dans le cadre de vie, il nous plaît parce que je sais pas, il y a des montagnes, parce que c'est beau, parce qu'il y a des beaux bâtiments, parce que les relations sociales dans le quartier sont agréables. Et c'est fondamentalement ces choses-là qui permettent de favoriser les modes de vie en proximité. Voilà, bon, peut-être je peux m'arrêter là. Je pense que ça n'amène pas des choses essentielles, ces petits points. Voilà, merci pour votre attention. Très bien, merci professeur Kaufmann. J'invite les intervenants à me rejoindre et à se placer derrière les micros. Voilà, je laisse place d'abord aux questions du public à notre panel d'intervenants. Volontiers une question, merci pour toutes les présentations. Pour le professeur Kaufmann, l'exemple que vous avez montré en dernier, justement des gens qui se déplacent pas beaucoup, ça représente quel pourcentage de l'ensemble de la population, comme ça, d'après votre panel? Il faut monter le bouton. Je monte le bouton. Oui, merci pour cette question. Alors, donc là, on est sur des journées, puisqu'en fait, le micro-recensement transport et mobilité, il mesure la mobilité des Suisses, un échantillon représentatif sur une année. Donc chaque jour, peut-être certains d'entre vous y ont répondu, on vous demande, voilà, le 14 avril, on va vous demander de recueillir tous vos déplacements, on vous dit déjà à l'avance, soyez attentifs, etc. Mais après, on vous dit, voilà, le 14 avril, c'est le jour de référence. Et donc, en fait, on n'a qu'un jour. Et c'est très dommage parce qu'on a 5,6% des journées du lundi au vendredi, ça on a fait la typologie sur le lundi au vendredi, qui sont de type proximité ultra complexe. Mais on ne sait pas comment elles s'intercalent avec d'autres, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'un jour on est sur de la grande mobilité, le lendemain on est sur de l'ultra complexe de proximité, etc. Mais ça on n'est pas capable avec les données dont on dispose de le dire pour l'instant. Mais je pense que c'est l'étape suivante, et je pense que c'est une information qui est assez importante qu'on pourra sans doute avoir en ayant des tracking GPS, voilà, un petit peu de la mobilité sur plusieurs semaines qui permet vraiment d'identifier des patterns. D'autres questions?
J'ai été un petit peu surpris au début du débat par l'opposition véhicule électrique, véhicule thermique, parce que par exemple l'hydrogène est justement thermique, mais c'est quand même une technologie peut-être durable à différencier du thermique fossile. Et donc c'est un petit peu ma question aux différents intervenants en fait. On a très peu parlé de l'hydrogène aujourd'hui, mais est-ce que vous pourriez nous offrir une toute petite perspective à ce sujet-là? Alors, en effet, l'hydrogène, on a démarré là-dedans à l'école d'ingénieurs par rapport à une problématique toute simple des TPF qui testaient des variantes au diesel parce qu'ils consomment passablement de diesel chaque année et donc avec l'évolution des taxes, etc., ils allaient se ramasser à un moment donné. Donc, en fait, ils ont décidé de s'intéresser à des alternatives. Et en fait, les bus électriques, ils n'arrivaient pas à monter les montagnes, le Yaon, etc. Donc, en fait, sur beaucoup de lignes, ils n'arrivaient pas avec le 100% électrique. Par contre, ça convenait bien pour d'autres applications. La pile à combustible, c'était un peu pareil. Ça marchait bien et ça avait des bénéfices par rapport à la batterie dans certaines applications, mais il y avait des limitations qui se posaient. Donc, par conséquent, c'est là où on s'est intéressé finalement à l'utilisation de l'hydrogène dans le moteur à combustion. Et on trouvait que c'était intéressant dans le sens où comme je vous le disais tout à l'heure, la modification de moteur à combustion pour qu'il brûle de l'hydrogène est très simple à faire. Elle peut être faite par un atelier mécanique à partir du moment où on lui donne les plans. C'est une électronique à revoir au niveau du moteur. Et puis, il faut juste remplacer le réservoir de diesel par des bonbonnes d'hydrogène. Donc, il y a peu de modifications à réaliser. Si vous utilisez de l'hydrogène sur une pile à combustible, il faut une installation électrique, donc il faut une motorisation électrique. Il faut en général une batterie d'appoint parce que, en général, la dynamique de la pile à combustible n'est pas forcément la plus intéressante. Donc, on va chercher à hybrider le système. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on produit cet hydrogène? Et c'est là où les choses deviennent intéressantes parce que traditionnellement, en fait, il est fait à partir de sources comme le gaz naturel, par reformage avec de la vapeur. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on aimerait éviter parce qu'on retombe sur une source fossile pour produire de l'hydrogène. Donc, la technique classique, c'est évidemment l'électrolyse. Et puis, cette électrolyse, par exemple, le groupe E a installé sur la centrale de Schiffnon, il turbine un débit de fuite. Et puis, leur idée, c'est justement de mettre des électrolyseurs pour pouvoir produire de l'hydrogène à partir de ce débit de fuite. Il y a d'autres façons de le faire, évidemment, avec des toits solaires. Maintenant, il y a ce qui existe aujourd'hui et puis il y a ce qui peut exister dans un temps un peu plus court parce que la machine scientifique s'est mise en route avec des chimistes, des physiciens, des ingénieurs, etc. qui se mettent à réfléchir en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et une des idées qui était apparue, comme vous savez, la région produit des fromages magnifiques. Si vous ne les connaissez pas, ne partez pas d'ici avant de les avoir goûtés. Et 1 kilo de fromage, c'est 9 kilos de petit lait. Alors, dans le petit lait, il y a beaucoup de protéines, enfin de molécules qui sont intéressantes pour la chimie et puis pour la pharmacie. Elles sont enlevées. Il reste un perméat de petit lait qui, lui, est un déchet qu'on donnait traditionnellement aux cochons comme nourriture, mais dedans, il y a encore un contenu énergétique. Et en fait, il y a une idée qui est née de l'interaction finalement des chercheurs de l'Institut agricole de Grangeneuve, de l'Université de Fribourg et puis nous, où on utilise le petit lait, on l'utilise dans une pile, on met des bactéries et puis on produit de l'hydrogène à partir justement de ces bactéries qui ont une capacité de réaliser cette transformation.
Maintenant, il y a aussi d'autres techniques comme des algues, par exemple. Donc en fait, il y a toute une pléthore de techniques non traditionnelles qui commencent à se mettre sur pied, qui font l'objet de recherches. On passe les étapes de faisabilité, et puis pour lesquelles, en fait, faut faire les développements jusqu'à ce qu'on arrive à des productions industrielles. Mais je dirais toutes les chaînes, tous les éléments finalement de la chaîne de valeur hydrogène se mettent petit à petit en place pour offrir cette possibilité qui permet, je dirais, à court terme, d'avoir des véhicules. Si vous fabriquez l'hydrogène à partir d'électricité dans une électrolyse, eh bien, en fait, vous transformez un moteur thermique en un moteur électrique simplement en brûlant de l'hydrogène à bord. Donc, en fait, c'est une façon de voir les choses. Donc, c'est quelque chose qui est prometteur, en effet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. J'ai juste une petite question là, par rapport au transport. Il y a un truc qui m'étonne toujours, c'est que quand une personne est au chômage, elle doit accepter n'importe quel boulot jusqu'à, je crois, c'est 1h30 de trajet pour aller. On n'arrive pas, dans les politiques, à faire changer un petit peu cet état d'esprit. Je crois que, comme vous avez dit, limiter effectivement les transports, c'est un petit peu primordial pour pouvoir arriver à l'équation qu'on nous demande de réaliser. Et je trouve que l'État devrait avoir à repenser ce genre de choses. Alors, oui, tout à fait d'accord avec vous, sauf erreur. Oui, c'est même 2 heures, non? Il me semble que c'est 2 heures. Non, c'est. Alors, je pense que ça pose plusieurs problèmes. C'est-à-dire, ça pose un premier problème qui est un problème d'accès à l'emploi, parce que 2 heures, il faut avoir accès aux moyens de transport rapide, il faut pouvoir se les payer, il faut avoir le permis de conduire, il faut avoir le véhicule. Enfin bon, c'est pas. Voilà. Donc il y a déjà ça. Donc ça, c'est objectivement un problème. On pourrait imaginer aussi des aides au déménagement. Hein, non, mais j'entends, si le but, c'est effectivement de vivre davantage en proximité, de dire, oui, si vous trouvez du boulot, vous habitez à Bulle, puis vous en trouvez, je sais pas, à Neuchâtel, on va vous aider à déménager. Voilà, financièrement, puis peut-être même plus que ça, j'entends ça, vous réinstaller. Ça peut être aussi, et ça c'est totalement en dehors du scope des politiques. Donc je pense que c'est un sujet important, tout à fait. Il y a une année, à Energicima, je crois que c'était le responsable de la planification CFF, nous disait, quoi qu'on fasse, il y a une sorte de besoin intrinsèque de se déplacer pendant, en gros, 90 minutes par jour. Alors, ça peut être à pied, en voiture, en train, c'est égal. Mais en gros, on va faire 90 minutes de déplacement. Alors, la question, c'est d'une part, est-ce que ça se vérifie dans les données? Et d'autre part, est-ce que finalement, la ville à 15 minutes, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ou est-ce qu'on va simplement inciter ensuite les gens à faire des déplacements inutiles parce qu'ils auront besoin de remplir ces 90 minutes de déplacement par jour? Alors, donc, oui, alors c'était qui est venu l'année dernière? C'était Monsieur Henny, c'est ça? David Henny, ouais. Bon, c'est marrant parce qu'on a travaillé pour lui sur ces questions de budget temps de transport. Donc, la réponse est oui, c'est stable depuis longtemps. Et ça s'établit en Suisse autour de 90 minutes par personne et par jour. Alors, avec une forte... C'est une moyenne... global, hein. Il y a des écarts entre individus qui sont assez forts, hein, mais disons que la moyenne, elle est stable dans le temps, puis on la retrouve aussi bien dans des villes qu'à la campagne. Et donc évidemment, après, c'est la composition de ces 90 minutes en termes de moyens de transport qui diffère. Moi, je pense que c'est un instrument qu'on n'utilise pas suffisamment pour planifier la mobilité. Lorsque j'ai été présenté, vous avez cité ce livre là qu'on a sorti l'année dernière, Pour en finir avec la vitesse, c'est son argument, en disant, on sait qu'on va se déplacer 90 minutes par jour, c'est le cas aussi en France, on le retrouve dans tous les pays, hein, et disons, si on veut réduire la portée spatiale, réduisons les accessibilités, et les modes de vie vont quelque part se reconfigurer en fonction. Et ça, moi je pense que c'est quelque chose que jusqu'à présent on s'interdit de faire, mais qui, moi, me semble vraiment essentiel. Les grands distributeurs, Coop, Migros et compagnie, ils ont très bien compris ça. Quand ils se localisent, ils maximisent leur accessibilité à 20-25 minutes de voiture. Hein, c'est leur calcul jusqu'à présent. Évidemment,
si le message c'est de dire attention, l'accessibilité voiture, elle ne va plus augmenter, ça va même changer le modèle d'affaires, ils vont reconfigurer leur modèle autrement, on y aurait tous intérêt finalement. Bref, enfin voilà. Donc moi, là, je pense qu'il y aurait un gros travail à faire, mais moi, je suis plus convaincu par une politique des transports qui travaillerait à partir des vitesses et puis à partir de ses budgets temps de transport, plutôt que des mesures basées sur l'incitation économique du style péage urbain, péage de congestion, où on essaye de réguler avec des instruments monétaires qui sont forcément inégalitaires à un certain moment. Mais bon, voilà, moi, chaque fois que je me souviens avoir été interviewé dans la NZZ il y a des années sur le sujet, en disant, mais voilà, peut-être que l'avenir de la Suisse, plutôt que de devenir une grande métropole multipolaire, où on déménage plus quand on trouve du boulot à l'autre bout du pays, quel est l'intérêt finalement, hein? D'un point de vue impact carbone, c'est catastrophique. D'un point de vue dans un pays qui est une confédération avec une très grande diversité à la toute petite échelle, c'est peut-être même dangereux parce que ça crée une espèce d'uniformité. Donc voilà, réduisons, arrêtons de rendre les infrastructures plus rapides, quoi, et travaillons l'inverse. Et je crois que j'ai jamais eu autant de réactions négatives face à un article. C'est impressionnant. C'est une idée qui ne passe pas en disant mais Monsieur Kaufmann, le progrès c'est d'aller vite. Puis je dis oui, mais quand on veut vraiment aller vite, c'est avec ça maintenant qu'on fait. On va pas se déplacer. Non, mais ça passe pas. Voilà. Mais je pense que là on a un travail. Il faut approfondir ces questions-là vraiment. Moi je pense que c'est important. Merci. Les débats sont passionnants. Le temps avance. Est-ce qu'il y a une question pour Monsieur Orlando sur justement le déploiement dans les communes de la mobilité électrique? Si ce n'est pas le cas, moi j'ai quand même une question pour vous, Monsieur Orlando. Au niveau des entreprises, justement, est-ce que là aussi vous travaillez avec elles pour le déploiement électrique? La question c'est le développement de bornes de recharge dans les entreprises, c'est ça? On a toujours dans cette notion d'électromobilistes qui n'ont pas accès à la recharge à la maison. On pousse d'abord les communes à pousser les gérants et propriétaires immobiliers à développer la recharge à la maison. Et deuxièmement, avant de le mettre sur la recharge publique, c'est sur le lieu de travail. Comme ça, on a une borne de recharge fixe, que ce soit à la maison ou au travail. Et donc là, il y a plusieurs moyens d'action pour cela. La commune, elle peut mettre en place des subventions pour les entreprises pour poser des bornes de recharge. Surtout si ces bornes de recharge sont mutualisées, par exemple, utilisées la journée par les entreprises et utilisées le soir par les habitants. Et puis, elle peut leur offrir aussi des études de faisabilité, hein, des visites sur site par des bureaux spécialisés. Il y a plusieurs moyens d'action pour développer la recharge à la maison, puis deuxièmement au travail, puis troisièmement sur le domaine public. Merci. On prend encore une dernière question. Il y avait une question tout au fond. Est-ce qu'il serait utopique de confronter les voitures et les transports publics en disant on réduit, si on a la garantie qu'il y aura moins de véhicules en ville, on pourrait mieux développer les transports en public? Je pense que ça s'adresse... Oui, je pense que... ces débats, ils ont un petit peu lieu. Il y a tout ce débat en Suisse maintenant, mais il a aussi eu lieu dans d'autres pays sur la gratuité des transports en commun. On dit, voilà, pour favoriser l'utilisation des transports en commun, s'ils étaient gratuits, ça serait incitatif, etc. Ce qu'on voit, par exemple, le Luxembourg l'a fait à l'échelle nationale. En fait, alors vous avez plus d'usagers, mais vous n'avez pas moins de voitures, parce que le prix n'est pas forcément un facteur toujours décisif pour des automobilistes dans leurs usages de moyens de transport. Par contre, si on pousse l'analyse plus loin, on pourrait se dire, mais la gratuité, elle pourrait faire sens si on commence à supprimer la circulation dans des centres urbains élargis. La contrepartie pourrait être de dire, le transport public est gratuit, mais on ne peut plus venir en voiture. Et donc, quelque part, on redirige l'accessibilité, et puis alors ça pose la question des parkings relais, d'une série d'autres choses.
Mais pourquoi pas? Moi, je pense que dans ce sens-là, ça pourrait être tout à fait intéressant. Les débats sont passionnants, mais le temps est tel qu'il est. Donc, je dois mettre fin à cette table ronde. Je vous remercie d'avoir pris part à cette conférence donc, sur les défis de la mobilité électrique. Je remercie encore une fois tous nos intervenants, que vous pouvez encore applaudir. Un grand merci également à Énergie FR, co-organisateur de l'événement, et aux partenaires et soutiens de l'événement que vous trouvez sur ce slide. N'hésitez pas encore à déambuler parmi les stands des différents exposants et prenez également déjà note dans votre agenda des prochaines dates du salon Energicima qui aura lieu du 18 au 21 avril 2024. Le programme de la journée n'est pas terminé. Vous êtes volontiers invité à prendre part encore à la conférence sur la rénovation énergétique et la production d'énergie renouvelable chez soi qui commence tout bientôt. C'est pour ça qu'on doit s'arrêter en si bon chemin. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette conférence.